Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 14 du podcast de Hockey sur demande. Ici Maxime Duquette qui est toujours en compagnie de Stéphane Grenier d'Entre Chum. Salut Stéphane. Salut Max, comment ça va? Écoute, ça peut pas mieux aller. Là, on est direct. Là, on s'excuse d'avance aux personnes là, qui veulent pas qu'on fasse des épisodes surchargés sur le Canadien. Celui-là d'aujourd'hui va l'être quand même pas mal. Parce qu'évidemment, il y a eu une grosse annonce là, hier. En fait, c'est hier ou lundi que ça a été fait. En fait, ça a été rapporté par le chroniqueur Baudouin, je ne sais pas son prénom, Marc-Olivier Baudouin, dans les coulisses, qui a rapporté ça lundi pendant la game, un petit peu avant la game du Canadien. Ça a été confirmé là, mardi matin. Mardi matin, oui, c'est ça. Donc, Ken Hughes, qui est le nouveau directeur général du Canadien, évidemment, on va en parler en long et en large. Notre analyse par rapport à ça. Il y a eu sa conférence de presse aussi aujourd'hui à 4 heures. Donc, on va débriefer un peu aussi qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'il dise, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Bref, les questions aussi douteuses des journalistes. Mais ça, on va regarder ça pour plus tard. Mais bref, on va parler là, de ce sujet-là, bien évidemment. L'impact que ça va avoir aussi à venir. Parce qu'on a senti une approche vraiment plus différente que Marc Bergevin. Mais ça, on va évidemment en discuter en long et en large dans quelques instants. On parlait également des Islanders parce qu'on avait de l'air un peu innocent une couple de semaines que les Islanders, là, ça ne marchait pas pantoute, mais ils sont sur une méchante bonne séquence. Et peut-être là, qu'ils vont être en mesure là, de redresser la barre et peut-être faire les séries finalement. Mais évidemment, c'est pas fait, mais sait-on jamais. Ils sont quand même là, sur une belle séquence. Également, on a plein d'autres sujets en rafale qu'on va discuter. Mais avant, ce ne serait pas un podcast de hockey sur demande si on ne commençait pas avec le segment coup de cœur, coup de poing. Exact. Ouais. Coup de poing, coup de pied, même affaire. C'est pas si mal, finalement. Ouais, ça peut frapper fort dans les deux endroits. Donc, on va y aller avec le coup de cœur en premier. Ouais. Veux-tu que j'y aille en premier ou si Vas-y donc, à toi l'honneur, mon cher. Ben, écoute, moi, c'est jamais des choses bien poussées. Mais honnêtement, là, belle performance de Timo Meier. Un match de 5 buts. C'est rare qu'on voit ça là, dernièrement. Là, en fait, dans les dernières années, dans la LNH, là, c'est plus des matchs qui finissent tout le temps 9-2, 9-4. Là, fait que c'est plus rare des joueurs qui réussissent à marquer 5 buts. Et Timo Meier qui est en train de connaître une belle éclosion avec les Sharks depuis quelques années. Et honnêtement, là, chapeau à Timo Meier qui a connu toute une rencontre. Ça vient de booster un peu les stats des poolers qui l'avaient dans leur pool. Oui, puis écoute, c'est rare qu'on voit ça, 5 buts. 3 buts, ça arrive un peu plus souvent. 4, c'est déjà rare, mais 5, c'est encore plus rare. Puis écoute, marqué son 20e but comme ça, il était à 14 avant la rencontre, était à 15, finissait avec 20. Donc, une autre saison de 20 buts pour Timo Meier. Donc, effectivement, c'est un bon point. De ton côté, qu'est-ce qui a retenu ton attention pour les bonnes raisons? On a parlé de Ken Hughes, on a beaucoup de débats. On va en parler au sujet numéro 1, mais on a beaucoup de débats avec plein de choses, la langue, l'origine, des choses comme ça. Moi, je vais dire félicitations à Anthony Marcotte et à Martin Lemay. Donc, mon coup de cœur vient à ces deux gars-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont défendu toute la journée le fait que Ken Hughes n'était pas un francophone de nature. Et je pense que c'est un débat qu'il faut arrêter d'avoir au Québec. Moi, je pense que ces gars-là ont amené les bons points. Martin Lemay a fait une belle édito là-dessus l'année hier sur le 91-9. Anthony Marcotte aussi en a parlé. Je pense que notre génération à nous, Max, un peu dans la même génération que Martin et Anthony Marcotte, on est plus jeune un petit peu, on est un peu en arrière de tout ça. Oui, c'est important le français, on comprend, puis on ne veut pas non plus qu'il s'arrête et qu'on ne parle plus français. Mais je pense que quand on nomme un directeur général ou un propriétaire ou un vice-président dans une équipe sportive professionnelle, il faut aller voir les compétences et non les langues parlées. Puis tant mieux si il parle français, tant mieux si en plus il peut s'exprimer en français quand même bien, là, on va se le dire, là, passer 22 ans, vous, à Boston, puis aux États-Unis avec des enfants et une femme anglophone, puis venez me dire après ça qu'après 20 ans, votre français va être bon, même si vous êtes né à Beaconsfield. Donc, on va en parler en long et en large, mais bravo à ces deux hommes-là qui ont une tribune à la radio puis qui ont pris le temps de se défendre, malgré les critiques sûrement de gens ou d'auditeurs qui les écoutent. Je pense que c'est un débat, malheureusement, on a trop souvent encore au Québec. Puis j'ajouterais aussi Luc Gélina à ta liste, qui a mis quelqu'un aussi à sa place là, sur les réseaux sociaux. Le monde disait il reste à Boston depuis une vingtaine d'années. Et Luc Robitaille, lui, il reste à LA depuis un bout. Écoute, on peut en nommer plein. Là, il y en a plein. Puis honnêtement, là, je te dirais là, que Luc Robitaille, c'est le nouveau GM du Canadien. Je pense qu'on serait pas mal tous heureux là, parce que c'est un Québécois. Mais... Le nom québécois, c'est ça l'affaire. Il y a le nom. Exactement. Et donc, voilà. Mais bon, ça, on va reparler tantôt, mais moi, tout, là, d'ailleurs, j'ai tweeté par rapport à ça la journée de l'embauche, là, puis j'ai découragé.
Ouais, les réactions sont difficiles, puis c'est correct parce que tout le monde a le droit d'acheter des réactions, puis on a le droit d'avoir son opinion. Moi, je dis pas que les gens qui sont contre ça n'ont pas le droit à leur opinion. Je dis juste qu'à un moment donné, je trouve que malheureusement, ça n'aide pas la cause, puis c'est ce qui fait que la division puis que le problème du français est présent au Québec. On parle de politique un peu, mais moi, je pense que le fait qu'on n'est pas capable de passer à l'encontre d'être une civilisation bilingue là, en tant que telle, là, ou trilingue ou quadrilingue, ça nous empêche de continuer vers un cheminement qui va être. On veut se séparer, mais on veut pas l'autre côté du pain, on veut pas les affaires comme ça. Là, on parle de politique, on parle de hockey, là, je sais, là, mais on fait un melting pot de ça, puis je pense qu'on a écœuré les gens trop longtemps. Puis malheureusement, je vais nommer les noms, mais je les blâme pas. Régent Tremblay, c'est toutes des personnes comme ça. Je pense que c'est M. Savoie ou Savoir qui avait marqué ça justement, puis Luc Gélina a parlé. Je me souviens pas trop du nom, là, Michel quelque chose, mais malheureusement, c'est plus un débat. Puis malheureusement, c'est ça qui fait la haine qu'on voit dans les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça, puis c'est une des raisons, on va en parler plus tard, mais c'est un édito, là, mais moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a des joueurs qui veulent juste pas venir jouer ici. C'est une des raisons et c'est sûr. Écoute, on va se garder un peu de jus pour tantôt, parce que je sais qu'on a encore pas mal de le citron à presser dans quelques instants. Mais juste avant, on va y aller avec le coup de pied. Je vais te laisser y aller en premier parce que j'ai peut-être une petite montée de lait qui s'en vient, moi aussi, dans quelques instants. Fait que je vais te laisser l'honneur. Écoute, moi, je vais continuer sur le même sujet que j'avais. Autant que j'ai félicité pour les gars d'avoir défendu le nouveau DG du Canadien, Ken Hughes, que je vais y aller pour... je sais pas si vous avez remarqué, je me souviens pas, j'ai perdu le tweet tantôt, mais il y a quelqu'un qui a tweeté sur Internet disant que je trouve ça vraiment aberrant parce que les francophones chialent du français de Ken Hughes, mais les anglophones l'ont félicité pour son français. Donc, je pense justement que c'est dans les coulisses tantôt qu'il a tweeté ça. Donc, encore une fois, c'est un coup de pied parce qu'on est dans un débat stupide. Puis je trouve que si les Anglos sont prêts à mettre... à dire sur Internet qu'il y a un bon français parce que les autres aussi trouvent ça difficile, je trouve qu'on est ailleurs encore. Moi, mon coup de pied, puis je sais qu'on les ramasse souvent, là, puis qu'on dirait qu'on s'achante sur eux, mais je trouve tellement là, qu'ils l'ont échappé, là, c'est les médias au Québec. Oh. Parce que, oui, il y a eu l'annonce de Ken Hughes. Je comprends qu'un Canadien, c'est qu'est-ce qui vend le plus, c'est qu'est-ce qui rapporte le plus de clics et tout ça. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'il y a eu la nomination de Ken Hughes, il y a un article qui est sorti qui confirmait que l'équipe de hockey, que la Ligue féminine de hockey allait avoir son équipe à Montréal, que c'était confirmé et tout ça. Il n'y a personne qui en a parlé, mais fucking personne qui en a parlé. L'article que j'ai vu pour qui confirmait ça, c'est un article de Sportsnet, qui est un article, un média plus ontarien, qui a confirmé ça. Mais RDS, aucun mot. TVA Sport, aucun mot. Le premier article que j'ai vu au Québécois que par rapport à ça, c'est le blog toutsurlehockey.com, qui est quand même très présent. Mais t'es RDS, t'es TVA Sport. Oui, je comprends que toute ton attention est sur le Canadien, mais c'est dans ta cour pareil, c'est à Montréal. Il aurait dû avoir un article par rapport à ça. Puis le hockey féminin, on le dit depuis plusieurs épisodes, plusieurs podcasts, que ça mérite d'être connu, mais qu'on dirait que si on peut les négliger. Puis on vient d'avoir encore un parfait exemple. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une conférence de presse là, qui annonce là, vraiment tout ça, puis que Luc Gélina soit là, que Renaud Lavoie soit là. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que les plus gros journalistes soient là, parce que oui, il y a le Canadien, puis je comprends. Mais mettez au moins quelqu'un là-dessus. Là, je ne peux pas croire qu'il y a personne qui a eu un petit 15 minutes pour faire un article. Puis je ne demande pas un éditorial de 88 pages, là, mais au moins un article qui confirme que oui, la Ligue de hockey féminine va avoir son équipe à Montréal, puis démontrer qu'il y a un certain intérêt, parce que c'est ça que la Ligue de hockey féminine va avoir besoin, ça va être un peu d'exposure, puis j'ai l'impression qu'elle va en avoir fuck all. Puis je trouve ça triste un peu parce que c'est comme ça qu'il faut vendre le hockey un peu, il faut donner un peu d'exposure à cette ligue-là, puis personne n'en donne malheureusement, puis je trouve ça triste un peu. Oui, puis écoute, ça va dans le même sens que ces mêmes médias-là vont dire qu'il faut donner plus d'attention aux femmes, puis il faut donner plus d'attention au hockey féminin, puis ça pourrait le faire quand c'est le temps de le faire. Donc, c'est un bon coup de pied, puis c'est une bonne montée de lait parce que tu as raison. J'ai vu ça aussi passer, puis je m'attendais qu'un de nous deux le mette en édito aussi en début avec un coup de pied, donc ce que je pensais est arrivé. Mais écoute, c'est dommage parce qu'on a des très grands joueurs au Canada. Pas seulement au Québec, mais au Canada. Puis on n'est pas capable de les reconnaître à la juste valeur. Ces filles-là se battent depuis des années, puis on peut en nommer qui se sont battus toute leur vie avant, puis ils ont pris leur retraite, puis
On voit les Kim, maintenant RDS, on voit toutes les grandes là, qui sont en train de coacher, qui s'en vont dans le coaching aussi pour les gars ou les filles ou peu importe. Les sauvageaux de ce monde puis tout. Puis on n'est pas capable de, comme tu dis, d'avoir seulement un article disant ça peut être 100 mots, on s'en fout, juste pour donner un petit peu d'exposure. Puis ça vient avec les gros réseaux. Malheureusement, ça vient avec les gros réseaux qu'eux autres, leur pain et leur beurre, c'est le Canadien, c'est les grosses nouvelles, puis on néglige jusqu'à l'entour. Puis je pourrais mettre la même mention avec tout ce qui est hockey des jeunes. Là. Quand tu vas entendre un article de RDS ou un article de TVA Sport qui parle que les jeunes sont passés dans le sport puis les jeunes font passer le sport, souvent, ce que tu vas passer, c'est la presse. Ce que tu vas passer, c'est le Journal de Montréal. C'est le Devoir qui fait des articles disant que nos jeunes sont pognés à leur maison présentement à cause du COVID. Puis malheureusement, ça devrait être des articles qui sont dans nos réseaux sportifs qui sont pas faits. Fait que je comprends cette montée de lait-là. Puis tu as raison, c'est bon de le pointer. Puis en fait, je suis vraiment content que tu l'aies amené aujourd'hui. Tu sais, en plus, c'est le fait en plus que je l'ai appris par un média ontarien, c'est une honte. Et c'est là que tu vois la grandeur. C'est là que tu vois la grandeur des réseaux comme Sportsnet, c'est là que tu vois que ces gens-là font vraiment la nouvelle pour les amateurs. Ils font pas juste la nouvelle du Canadien pour les amateurs. C'est rien contre l'Ontario. Là. Je veux pas que c'est des personnes de l'Ontario qui nous écoutent. Je veux pas dire que c'est aberrant que ça soit un média de l'Ontario. En fait, c'est aberrant que ce soit un média d'Ontario qui rapporte une nouvelle qui s'est passée à Montréal puis que les personnes à Montréal sont comme Ken Hughes. On va parler de Ken Hughes. Ouais, tu fais bien, regarde. En émission spéciale pendant 15 heures pour radoter les mêmes 3 affaires. Je trouve ça un peu ordinaire. Mais bon, regarde, c'est ma montée de lait. Là. Je vais me calmer pour le reste du podcast, mais je trouve ça plate parce que, tu sais, honnêtement, j'avais pensé de le faire l'article, mais évidemment, j'ai pas la portée d'un RDS, d'un TVA Sport. J'aurais pu le faire pareil, mais j'aurais aimé ça voir un gros média aussi le faire, puis qui au moins démontre un certain intérêt. Mais bon, visiblement, c'est trop demandé. C'est quoi, là? Puis ce qu'on voit de plus en plus, puis ça vient avec un peu Marc-Olivier, ce qu'il a fait dans les coulisses, c'est pas un gars qui... Oui, il est payé par les coulisses, c'est sûr, c'est à lui, puis il doit faire l'argent avec ce blog-là, puis avec ce site web-là, mais encore une fois, on se rend compte que la fameuse twittosphère et la fameuse média de salon que on est tous, là, les gars de podcast qui essaient d'avoir de plus en plus d'informations, les William Julien de ce monde qu'on connaît nous autres un petit peu plus de notre côté, mais c'est des gars qui mettent beaucoup d'énergie à avoir de l'information, puis sont souvent écoutés, puis les gros réseaux non plus les écoutent pas. Donc, c'est souvent des nouvelles qui sont reportées en retard, des nouvelles qui passent dans la craque du divan, finalement, comme tu dis. Puis c'est dommage parce qu'on a l'information et on la divulgue pas. Écoute, on va penser justement à qu'est-ce qui prend tout le temps de ces gros médias-là, justement. Et ça a été la nomination de Ken Hughes comme 18e GM du Canadien. Donc, finalement, la recherche là, qui est pas mal terminée. Écoute, je vais pas te demander qu'est-ce que... Ben, en fait, tu peux lui dire qu'est-ce que tu penses de cette nomination-là. C'est sûr que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais moi, je veux surtout m'attarder à la conférence de presse qu'il y a eu tantôt de 53 minutes où on n'a pas appris tant grand-chose, là, malheureusement. Je pense qu'on cherchait plus à vouloir connaître la personne là, derrière le GM plus que la vision. Puis en même temps, ben, écoute, je ne vais pas faire pas ma montée de lait, mais mes commentaires, tout ça, je vais quand même te laisser la parole aussi pour que tu puisses t'exprimer un peu. Ça va être un monologue qui finira plus. Ça va être un échange assez. Puis, tu sais, oui, comme tu dis, c'est dommage parce qu'on n'a pas appris grand-chose, mais en même temps, il fallait-tu apprendre grand-chose? Je pense qu'au niveau de Ken Hughes, on avait une compagnie de 300 millions en arrière avec 17-18 joueurs de la Ligue nationale qui avaient sous contrat avec sa firme, avec Quantex. Donc, tu sais, c'est sûr que fallait réfléchir. C'est pas tout le monde qui vont laisser 300 millions de côté d'un matin pour être DG du Canadien, on s'entend. Là. Ça vient qu'un contrat de 5 ans, évidemment. Ça vient pas qu'un contrat d'1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, puis c'est correct. Je pense qu'on comprend ce qu'il veut faire, mais je pense qu'il est très prudent avec ce qu'il demande. Puis honnêtement, moi, je pense que c'était la meilleure façon de le faire aujourd'hui. On a eu un 10 ans avec Marc Bergevin qui était très émotif, très fermé dans les médias. A bien commencé son premier règne de 5 ans, mais après ça, on a fermé la porte complètement. On a mis les rideaux dans les fenêtres, puis il n'y avait plus rien qui se passait. On n'avait plus d'opinion du DG. Donc, je pense qu'on fait attention du côté de Ken Hughes. C'est un gars qu'on voit qui est très pragmatique. Là. C'est un gars qui est très, très linéaire. Là, pas tomber en éclat, pas arriver. Je pense pas que c'est un clown non plus. C'est une personne qui est très humble, très, très à son affaire. Finalement, c'est un agent de joueur. Là. C'est une personne qui négocie à longueur de journée. Donc, moi, je pense que la nomination, c'est une bonne chose.
Pourquoi? Parce qu'on amène deux aspects différents. Moi, je pense que Ken Hughes apporte le côté joueur, le côté négociation de contrat, le côté expertise de talent, le côté contact dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue junior majeure du Québec, dans la Ligue de l'Ontario, dans la NCAA. C'est un gars qui a connu tous les univers, toutes les atmosphères de sport collégial ou américain ou comme on est ici au Canada, dans la CHL. Donc, c'est une partie qui va être très forte au niveau du Canadien. Ce que Marc Bergevin avait peut-être pas, puisqu'on pensait que Trevor Timmins avait. Puis, il a quand même fait des belles choses. Trevor Timmins, on n'a pas juste fait du négatif. Mais par contre, il faut plus que juste repêcher. Il faut les développer. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas eu de réponse au niveau du développement. On a eu Jeff Gordon qui a parlé en disant que, comment il s'appelle? Celui qui s'occupe du département des joueurs présentement. Là, Martin Lapointe? Martin Lapointe fait une belle job pour l'instant, mais qui vont revisiter, savoir si ça va être lui qui va être là au niveau du recrutement et puis au niveau du reste. Moi, je pense qu'il y a un plan qui a été tracé, pas décidé, mais tracé. On va prendre peut-être les prochaines 2 semaines pour vérifier qu'est-ce qu'on va faire avec ça, avec le Canadien, où est-ce qu'il s'en va. Parce que dans le fond, comme je disais, pour finir un peu sur Ken Hughes, lui, on va voir le côté hockey. Puis de l'autre côté, on a le côté national avec le VP, avec Jeff Gordon, que ça fait longtemps qu'il fait ça. C'est un gars qui connaît les opérations au hockey. C'est un gars qui connaît la Ligue nationale. C'est un gars de Ligue nationale, de teinter dans des postes de Ligue nationale. Donc, on a vraiment 2 personnes pour s'occuper de ce qu'une personne faisait avant. Puis moi, ça, je pense que c'est une bonne chose. Plus qu'on a de tête à une table, plus les décisions souvent sont bonnes, puis plus souvent les décisions sont réfléchies. Donc, au bout de la ligne, si on décide d'avoir un assistant aussi, on a parlé aussi pendant la conférence de presse, personne n'en parle, mais il a parlé d'un assistant manager aussi, peut-être pour se reporter au Rocket. Ce qu'on savait tous que Marc Bergevin s'occupait des deux, là, était DG du Rocket plus de Montréal. Donc, si on va engager un gars en plus qui s'occupe du Rocket, on va avoir une autre personne à la table vraiment pour prendre des décisions en haut. Puis écoute, moi, ce que j'ai retenu de la conférence de presse, c'est on va prendre notre temps pour vérifier ce qui se passe. On n'est pas vendeur, on n'est pas acheteur. C'est pas un reset, c'est pas une reconstruction. Écoute, il n'y a pas de mots. On va s'arranger pour que l'équipe soit bonne dans les prochaines années pour à long terme. Je pense que c'est ça qu'on veut tout à Montréal. Puis en même temps, on va faire ce qu'on a à faire pour engager les bonnes personnes. On voit qu'il n'y aura pas. Moi, je ne crois pas à la légende urbaine disant que Gorton décide tout et que c'est une marionnette. Moi, je ne peux pas croire que quelqu'un dans la vie va décider d'avoir un poste comme ça. Puis je ne peux pas croire que Gorton est comme ça aussi. Là. Je suis allé tweeter je suis allé messager pendant qu'on écoutait la conférence de presse. Là. Moi, je suis au travail plutôt avec. Là. Gorton a essayé tout le long de l'entrevue d'essayer de comprendre les questions en français. Puis pour moi, ça, c'est une bonne augure. Ça veut dire que le gars veut vraiment le bien du Canadien. C'est pas juste une marionnette, c'est pas quelqu'un qui est là juste pour faire plaisir non plus. Puis évidemment, tout le monde va dire ouais, mais là, Ken Hughes, c'était son chum, puis il le connaît, puis mais c'est correct, là, c'est correct. En même temps, dans la vie, quand tu es vice-président d'une compagnie, tu vas t'entourer des gens que tu connais, tu vas t'entourer des gens que tu connais les compétences, puis qui sont dans la même pensée que toi. Tu vas pas aller chercher Pierre-Jean-Jacques qui reste à Chibougamau, puis tu n'as aucune idée c'est qui, puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie, parce qu'il y a une belle entrevue. On a eu 11 candidats. Jeff Molson a confirmé qu'on avait eu 11 candidats. On a évalué les 11 candidats. On a switché après ça à 3. Puis à 3, on a fait une décision. Que les dés soient pipés ou non, ils n'ont jamais été pipés. Là, tout le monde a pris la chance de parler au micro ou parler devant Jeff Gorton puis Jeff Molson. Puis on a pris la décision que c'était Ken Hughes. Donc, pourquoi on chiale? On peut se laisser la chance aux coureurs. Puis moi, je pense que c'est une bonne affaire. C'est un nouveau souffle, c'est un nouveau sens, c'est une nouvelle pensée. Puis à tous les gens là, de Facebook et de Twitter du monde qui disent un agent joueur, c'est pas un DG national. Là. Je vais vous en amener des personnes. Là. Bill Zito, Chuck Fletcher, en voulez-vous du monde en masse? Il y en a en masse qui ont été. Pierre Lacroix aussi. Pierre Lacroix, il y en a d'autres qui ont été juste pendant 1 an ou 6-7 mois qui ont été agents joueurs puis sont tombés à national après. L'ancien DG de Toronto, c'est ça aussi. Là. Le DG de Toronto. Là, Brian Burke, je pense qu'il a déjà été. Brian Burke, il l'a été. L'autre qui est le jeune qui était à Toronto. Là, comment il s'appelle le gars des. Carl Dubas, il l'a été aussi. Lui, c'était plus des stats avancées, je pense, par exemple. Oui, mais il a été aussi agent joueur. En tout cas, j'avais parlé à un gars cette semaine sur Facebook disant qu'il y en avait un autre là, qu'on connaissait. Donc, il faut arrêter de voir que les dés sont pipés. Moi, je pense qu'on a mis la meilleure personne en place. Rien contre Mathieu Darche, rien contre Donald Brière qui devait être dans les 3 finalistes. Mais je pense qu'on allait chercher l'expérience. On est allé chercher un gars de 51 ans, un gars qui a vécu pas seulement le joueur de hockey. Puis je dis pas ça avec des étoiles en disant que c'est tous des
les tatas, ceux qui sont joueurs de hockey. Là, Joe Sakic fait bien sa job avec l'Avalanche du Colorado. Il y a plein d'autres DG qui font bien leur job qui ont été joueurs. Mais là, je pense qu'on est à chercher un cérébral, un gars qui est prêt à faire le mandat. Puis un gars qui n'aura pas peur de répondre aux questions. On l'a vu aujourd'hui. Là. Il répond français-anglais, ça ne a pas dérangé. Mais comme un peu Anthony Marcotte a dit, on va dérouiller un peu le français. Là. Quand ça fait 25 ans qu'on va parler français ou presque, on déroule ça un peu, on gratte la fenêtre. Puis moi, je pense que d'ici une couple de mois, on va être bien content du pic qui a été fait par les dirigeants du Canadien. Bon, OK. Je vais y aller avec 2 montées de lait. mais juste pour, juste pour renchérir sur ce que tu disais, là, que tu pensais qu'il y a des gens qui disent que Ken Hughes allait être la marionnette un peu de Jeff Gorton. C'est sûr qu'en partant, au début, Jeff Gorton va prendre plus de place parce que le gars, il n'a jamais été GM. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il soit épaulé. Mais en bout de ligne, je pense que ça va quand même être Ken Hughes qui va avoir la décision finale. Mais c'est sûr qu'au début, Jeff Gorton va être plus présent. Plus qu'il va prendre l'expérience dans la job du côté de Hughes, c'est sûr que Gorton va se retirer de plus en plus. Maintenant, ça va plus être un conseiller, mais c'est sûr qu'en partant, oui, Hughes va être un petit peu la marionnette de Gorton pour commencer, parce que quand tu as une nouvelle job, il faut que tu te fasses former aussi, puis il faut que tu n'es pas garoché dans la gueule du jour, surtout pas à Montréal. Là, s'il y a bien une place que tu ne peux pas te tromper, c'est bien là. Fait que, il faut être patient de ce côté-là. Ma première montée de lait, c'est les gens qui l'ont critiqué sur les réseaux sociaux en le traitant d'Américain. Quand le gars, il vient littéralement du Québec et il parle littéralement le français. C'est drôle, hein, parce que j'ai vu un tweet, puis c'est par rapport à ça qu'après ça, j'ai fait mon tweet sur la nomination de Ken Hughes. Mais tu sais, il y a des gens, là, lorsque Hughes a été annoncé, tout à coup, c'est un Américain qui ne parle pas français, ce qui est faux. Tout à coup, c'est un gars aux compétences douteuses qui n'a pas d'expérience. Ouais. OK, puis c'était Mathieu Darche qui avait été engagé. Il n'a pas plus d'expérience. Ses compétences sont-tu bonnes? On ne sait pas. Il n'a jamais été GM non plus. Non. Mais parce que c'est Mathieu Darche, ça aurait mieux passé. Oui, exactement. Fait que, ça, je trouve ça un peu dégueulasse, là, les gens qui ne font pas leur recherche à moitié, puis il y en a plein là, qu'ils ont repris. Là, puis, chapeau à tous ceux qui ont pris la peine de répondre à ce monde-là. Moi, je n'aurais pas eu la patience là, de le faire. Mais honnêtement, là, c'est. Je pense que où est-ce que ça a changé, excusez de te couper, là, mais c'est le Enrico Ciccone qui a dit à 91-9 le matin, écoute, moi, j'ai joué au hockey avec, là. C'est un gars de Beaconsfield, c'est un gars de West End. Il a joué au hockey mineur avec le Lac-Saint-Louis. C'est un gars que sa famille a vécu en français. Ses parents parlent français encore. Donc, arrêtez. Tu sais, encore une fois, puis je finis avec ça pour que tu continues de ton côté, mais le nom ne veut rien dire sur une personne. Puis encore une fois au Québec, je vais le répéter, on a jugé le livre sans avoir lu la première page parce qu'on n'est pas capable, avec des gros mots de catholique, de faire la juste part des choses puis donner la chance au coureur. On est les premiers à chialer qu'on se fait humilier par les Anglais puis qu'on se fait traiter comme des mangeux de ça. Puis on est les premiers à le faire quand c'est le temps de l'autre côté. Donc, on n'a pas de leçon à faire. Je te laisse aller. Non, puis honnêtement, là, c'était juste ridicule de laisser ça sur les réseaux sociaux pour vrai. Puis, tu sais, en plus, regarde, je vais être honnête avec toi. Là, moi, je voulais que ça soit Mathieu Darche. Quand il a annoncé Ken Hughes, j'ai fait bon, OK, c'est pas lui que je voulais, mais tu sais, il faut laisser la chance au coureur que tu as mentionné. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai été le premier que je textais un peu avec mes chummies. Tantôt, je disais, ouais, on n'a pas appris trop grand-chose aujourd'hui à la conférence de presse, mais en même temps, quand même qu'ils disent n'importe quoi aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il va faire après. Ça va être les actions. Il aura beau dire aujourd'hui, on va builder une équipe pour gagner la Coupe Stanley, on va repêcher comme des bons gars, puis ça va bien aller. OK, c'est bien beau. Marc Bergevin, il a dit qu'elle allait bâtir son équipe avec le repêchage. Il y a eu 2 choix de top 3. Les 2 sont même plus là aujourd'hui. Fait que, à un moment donné, c'est beau que tu dises une chose à une conférence de presse. Ça va être les actions après qui vont suivre. Fait que moi, je vais laisser la chance. On verra dans 2-3 ans de quoi le club va avoir l'air. En plus, on a une belle occasion de repêcher encore une fois top 3 cette année. Puis les Coyotes de l'Arizona menaient 3-1 à soir face aux Devils du New Jersey. Fait que le Canadien devrait être encore dernier demain. Ça augure bien pour avoir un Shane Wright dans notre formation. Il ne faut juste pas se faire fourrer par la loterie. Ça, c'est un autre paire de manches. Comme les Red Wings. Comme les Red Wings, écoute, il y a plein de clubs qui sont fait avoir. Oh. Fait que, comme les Stars de Buffalo qui auraient dû avoir McDavid, finalement, ont dû se rabattre sur Jack Eichel. Breaking news, il n'est pas à Buffalo. Donc, ça non plus, ils ne sont pas trop bien. Mais bref, ça, c'est un autre dossier. Mais c'est ça. La seule chose que je n'ai pas aimé du point de presse aujourd'hui, on a glissé un petit peu un mot tantôt, ils n'ont pas voulu utiliser le mot reconstruction. Puis ça, je trouve ça plate un peu. Parce que là, ils ont dit on va s'organiser pour avoir une équipe gagnante, une bonne équipe dans les prochaines années. Mais ça va-tu être encore du patchage de trous avec des transactions, des signatures comme un peu Bergevin a fait, puis
on ne va pas aller à la source là où on doit aller vraiment, c'est-à-dire bâtir avec nos jeunes qu'on repêche par nous autres-mêmes, qu'on va développer nous autres-mêmes, puis qu'on va faire notre noyau avec ça, au lieu de tout le temps vouloir patcher des trous à gauche et à droite parce qu'on n'est pas capable d'avouer que ça prend une reconstruction puis qu'il faut repartir à neuf. Il y a juste ce bout-là qui m'a gossé un petit peu. Mais encore une fois, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est à prendre et à laisser. Je veux dire, quand il va analyser la formation, il va peut-être bien voir qu'il y a une coupe de red flag et que finalement, l'option de la reconstruction n'est pas si mauvaise que ça. Fait que, tu sais, je me garde un petit peu de réserve là-dessus, mais j'aurais aimé ça quand même, sans dire qu'il annonce officiellement que le Canadien est en reconstruction. Évidemment, tu ne peux pas faire ça à ton deuxième jour au sein de l'organisation. Là, on s'entend. Mais qui quand même laisse la porte ouverte de dire, ben regarde, on va analyser ça, puis oui, si on juge que c'est nécessaire, on n'aura pas peur de passer par une reconstruction. Ça, c'est la phrase que j'aurais aimé ça entendre aujourd'hui. On ne l'a pas entendu. Mais encore là, comme j'ai dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Ça se peut très bien que finalement, il y a pour cette option-là. Ça, ce serait le fun d'avoir un petit Shane Wright puis un petit Michkov l'an prochain. Là. Hey, écoute, mais, en même temps, là, tu peux pas arriver... on ne peut pas arriver dans sa chaise aujourd'hui et dire OK, on reconstruit. Non, mais encore là, t'as peu. 30 secondes. Non, mais il fallait pas. Non, mais je sais, mais il fallait pas s'attendre. Moi, je pense qu'il s'est protégé aujourd'hui, puis il voulait se protéger. Marc Bergevin a fait la maudite erreur pendant 5 ans sur 10, même 6 ans sur 10, de promettre des choses. Puis il n'a jamais livré la marchandise. Il livrait la marchandise à 50, 60, 75%. L'année passée, il a stacké l'équipe, il a cherché les Québécois pour faire plaisir à tout le monde, puis ça a été de la merde cette année. Donc, à un moment donné, si tu promets des choses puis tu ne livres pas, tu te fais critiquer. Moi, je pense que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un message de regarde, je vais masser, je vais vérifier les choses. Puis si j'ai besoin de payer sur le bouton reconstruction, mais on le fera. En même temps, il faut que j'apprenne c'est qui les joueurs. Il faut que j'apprenne qui veut jouer à Montréal l'année prochaine. Est-ce que Jeff Petrie veut encore jouer à Montréal? Sa femme veut peut-être pas, mais puisque Jeff Petrie veut, c'est pas sa femme qui décide. Est-ce que Tyler Toffoli, comme la conférence de presse a dit, moi, je suis bien à Montréal, j'aime ça à Montréal, puis ça ne me dérange pas ce qui va se passer à Montréal. C'est des joueurs de même que tu vas avoir proche de toi. Est-ce que les Anderson, les Carey Price, est-ce que les pas les Shea Weber, mais les Chariot, ils veulent rester à Montréal? Est-ce qu'il faut que tu dombes Kulak ailleurs? Est-ce qu'il faut. Il y a plein de choses qui vont s'en venir. Il faut que vraiment ils comprennent le dossier. Là. Il a passé en évaluation avec le Canadien pendant les 8 dernières semaines, savoir s'il voulait être déjà du Canadien. Moi, je pense que qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est de se protéger, pas de créer d'attente. Parce que oui, ça, là, tu crées une attente à Montréal, là, les médias, ça va être fou, là. Ça va être complètement fou, là. Puis après ça, 2 semaines après, il va se passer quelque chose, puis c'est pas ça qu'il a dit, puis mais ça va être ça, là. Mais encore là, moi, je pense que... mais encore là, ce que je dis, c'est je voulais pas qu'il annonce une reconstruction aujourd'hui. Je voulais juste qu'ils disent écoute, si c'est nécessaire, on n'a pas peur d'aller dans cette direction-là. Mais là, il a comme pas fermé la porte, mais il a comme pas voulu s'aventurer là. Puis tu sais, je peux comprendre aussi, mais c'est parce que ça fait des années là, que les partisans, pas tant l'organisation, mais les partisans souhaitent une vraie reconstruction, qu'on arrête de niaiser, puis qu'on rebuild. Mais encore une fois, on semble vouloir tasser ça de la main puis dire écoute, nous autres, on veut gagner, puis c'est correct. Sauf que si c'est encore juste avec du patchage de trous comme Bergevin a fait, on n'est pas plus avancé parce que ça va être encore la même cassette. C'est juste ça. Mais je comprends qu'il y a plusieurs choses à analyser. Puis je pense qu'avant de parler de mon reconstruction, qui commence à analyser l'équipe, ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Parce que oui, il y a des joueurs qui vont quitter, il y a des joueurs qui vont rester là. Ça, c'est sûr, ils sont tous en audition présentement. Ouais. Mais je voulais quand même juste, pas qu'ils annoncent la reconstruction, mais qu'ils disent que c'est une avenue qu'on peut utiliser. Mais pas qu'on va l'utiliser, mais qu'on peut. Moi, je pense que non-verbalement, il l'a dit. Quand la question a été posée, puis on dit est-ce qu'on part vers une reconstruction, il a dit moi, je ne mets pas de mots là-dessus. Que vous mettez le mot reconstruction, reset ou reborn ou n'importe quoi, je ne me souviens pas le troisième mot qu'il a dit, mais moi, je pense qu'on est prudent. Un contrat de 5 ans, tu peux pas. Tu sais, quand les Capitals l'ont fait dans les années 90, en fin 2000, début 2000, après ça, quand les Penguins de Pittsburgh l'ont fait aussi, quand les Blackhawks l'ont fait, ils n'ont pas engagé un DG quand ils étaient dans la dèche. Puis après ça, ils ont dit OK, on donne un contrat de 5 ans, puis reconstruis-nous pour que dans 5 ans, on soit bon. Tu sais, une reconstruction, ça peut être 2, 3, 4 ans dans la cave avant d'avoir des bons joueurs, avant d'avoir des bonnes sélections, avant de les développer. Donc lui, il arrive ici à Montréal avec un contrat de 5 ans. Puis tu lui dis, OK, mais il faut passer les 3 prochaines années, 4 prochaines années dans la cave pour avoir des bons joueurs. Après ça, tu vas avoir une bonne équipe pour 1 an.
marche pas, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas comme ça fonctionne. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mots, il a raison. Puis je pense qu'il va faire les efforts pour le faire. Puis si vous voulez jouer à Montréal, allez-vous-en. On va prendre nos joueurs, puis on va prendre des joueurs qui veulent jouer à Montréal, puis on va y aller par le repêchage. Puis si ça prend 2 ans, 3 ans dans la cave, on le prendra. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas fan du Canadien, mais moi, je pense que les médias sont pas prêts à ça. Je pense que les spécialistes sont pas prêts à ça. Je pense que la direction n'a pas le choix de ne pas être capable de faire ça. Ça va être quoi dans les réseaux sociaux dans les 2 prochaines années si on est dans la cave? Là? Regarde là, à soir, là, les Coyotes ont gagné, ils ont 10 victoires cette année, on en a 8. Ouais, mais tu sais, en même temps, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les fans sont corrects avec ça. Tu l'as dit tantôt, puis c'est bon. Les fans sont prêts à perdre. Mais le fan qui est prêt à perdre, c'est-tu le fan qui paye le billet? C'est-tu le fan qui paye le billet au Centre Bell? C'est-tu le fan qui achète ses billets de saison au Centre Bell? Le gars qui achète ses billets de saison au Centre Bell puis qui fait vendre sa Christie de paire de billets à 300$, mais là, il est obligé de la vendre 175$ puis il perd de l'argent. Ça va le faire chinois. Tu comprends-tu? Ben, en fait, si les fans sont prêts, oui puis non. Ils sont prêts, puis quand ça se passe, là, ils sont comme plus prêts. Exactement. Mais ça vient du média. Puis je blâme pas le média. À Montréal, on est passionnés. À Montréal, on a eu un centenaire incroyable avec une équipe qui a toujours été dans au moins faire les séries puis tout. Puis je comprends ça. Il n'y a pas de problème. Là, je comprends ça. Mais à un moment donné, là, comme à Détroit, là, on n'était pas bon. On était bon pendant 26 ans à faire les playoffs. Là. Pour ça a tombé. Ça a tombé, c'est ce que je te dis. Puis là, on reconstruit tranquillement. Ça va avoir pris 3, 4, 5 ans. À Détroit, ils s'en foutent, là. Mais à Montréal, ils feront jamais ça. Je sais, mais c'est ça le problème. Puis tu sais, Détroit, quand ils ont raté les séries puis qu'ils ont commencé à tirer de la patte, ils l'ont compris tout de suite. Puis regarde, on va s'organiser pour aller ramasser des bons jeunes, sans dire qu'ils ont crié haut et fort qu'il allait être pourri pendant 2-3 ans. Mais ils ont quand même pris la peine de justement se débarrasser des vétérans, faire plus de place aux jeunes. Ils ont rebuildé. Puis là, ça donne un Moritz Seider, ça donne un Lucas Raymond, un Philippe Zadina, même si lui... Un Dylan Larkin qui fonctionne à côté à 25 ans. Il est jeune, là. Mais c'est ça qu'il faudrait que Montréal fasse. Puis c'est ça qu'ils ne veulent pas faire. Puis tu sais, je comprends que c'est une question d'argent, qu'on veut fouler le Centre Bell, puis qu'à Montréal, si l'équipe ne gagne pas, ben, ils n'achètent pas de billets. C'est malheureusement ça le problème. C'est le problème. Parce qu'à un moment donné, il faut que Jeff Molson se dise, ben écoute, si jamais je veux refaire une passe de cash, il faudrait que j'aie un bon produit sur la glace. Puis un bon produit sur la glace, ben, ça passe par là. Ça passe de, regarde, on va ramasser des bons jeunes parce que, tu sais, oui, tu vas aller signer un gars sur le marché des joueurs autonomes à 27-28 ans, tu essaies d'attirer des gros joueurs, il va être bon 2-3 ans, puis il va être poche les 4 années suivantes. Tu finis dans la cave pendant 2-3 ans, tu ramasses 2-3 futures vedettes qui vont être là pendant 10-15 ans, peut-être 20 ans s'ils sont assez en shape. Je sais pas, il me semble que le ratio est plus payant. Nomme-moi la dernière vedette du Canadien à part Carey Price. La dernière vedette là, à l'attaque du Canadien, un gars que tu es. Vincent D'Anfos. Je te dirais à la limite Kovalev, mais encore là, c'est même pas un gars qu'on a drafté. On l'a pris à 34 ans. Il a fait c'est ça. Il y a quand même une saison de 84 points. Ça a été le dernier qui a eu une saison de 80 points à Montréal. C'est normal qu'il y ait une organisation comme le Canadien, qu'on dit tout le temps prestigieuse, qui n'a pas eu un marqueur de 70 points depuis, je me souviens même plus c'était qui, à part Kovalev. Tu sais, il n'y a plus de vedette à Montréal, c'est plate. Ta vedette est devant le filet, puis elle gagne trop cher présentement, puis elle a les 2 genoux scrap, puis l'ange tout scrap. Ouais. Fait que, à un moment donné, en même temps, tu veux-tu vraiment, en tant que vedette, venir te faire CHIR à Montréal? Non, mais ben, c'est ça, je te dis encore plus. Si en plus tu as de la misère à les signer, ben va les repêcher. Oui, ça, tu as raison là-dessus, mais la seule affaire que je vois de positif, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, je pense en 2018 ou 2019, les Rangers avaient annoncé qu'ils faisaient une reconstruction, puis ça a été plus rapide que prévu. On va être capable d'avoir des bons choix repêchage dans les prochaines années ou 2? Ou qu'est-ce qu'il y a en bas, ou qu'est-ce qui s'en vient. T'sais, Jordan Harris est encore là. C'est Cole Caulfield, à un moment donné, va se faire aider, là, parce que présentement, il n'y a personne qui l'aide dans l'organisation. Là. Donc, est-ce qu'on est capable de prendre qu'est-ce qu'on a peut-être qui sont bons, puis les amener à un autre niveau, puis aller rechercher 1 ou 2 joueurs dans les prochaines années, un peu comme les Rangers l'ont fait? C'est la seule chose que je vois qui pourrait Sauf que les Rangers, le problème, c'est qu'eux, ils attirent des joueurs autonomes assez facilement. Panarin a signé à gros prix. Puis ils ont réussi à avoir 2 choix top 3 dans les 2 années suivantes. Fait que ça aide en maudit quand tu as un Capo Caco et Alexis Lafrenière back-to-back. Ben, peut-être si tu apportes des joueurs comme un Capo Caco puis un Alexis Lafrenière avec des gros joueurs, peut-être ou dans une organisation qui est plus structurée ou mieux structurée avec des gars comme Ken Hughes, avec des gars comme Jeff Gordon, peut-être que ça va t'amener un joueur étoile à signer parce que lui, à 25, 26, 27, il a peut-être confiance en ces gars-là. C'est ça aussi. Là. Est-ce que l'avenue des 2 personnes qu'on parle depuis le début,
peuvent être un facteur. Moi, je pense que Marc Bergevin n'était pas un facteur à Montréal. Pourquoi que les joueurs vedettes venaient jouer à Montréal? Encore moins avec Trevor Timmins. Puis on n'avait pas de vice-président hockey. Fait que c'était Jeff Molson. Tu comprends? Fait que, est-ce que là, on a plus de power, ou on a plus de parole, ou on a plus de view en ayant ces deux gars-là dans l'organisation du Canadien? C'est une question qu'il faudrait se poser. On va le voir dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Là. Moi, je pense que c'est ça. Là. Il y a une phrase aussi que j'ai aimée, par exemple, du point de presse de Ken Hughes. C'est sûr qu'il n'aurait jamais dit le contraire. Là. Mais il a dit qu'elle allait se servir de ses contacts dans Q pour s'organiser pour repêcher les meilleurs talents du Québec. Ça, honnêtement, là. Puis, tu sais, je ne suis pas le genre de joueur, comme si je jouais dans NHL. Hey, je suis rendu dans NHL, Stéphane. Mais... Un gros podcast. 5 pieds, 750 livres. Ah ouais. Un gros sang de Gordon. Ouais, pas sûr de celle-là, mais bon. Mais ouais, il disait qu'elle allait s'organiser pour repêcher les meilleurs talents au Québec. Puis, tu sais, je suis pas une personne qui dit qu'il faut absolument repêcher le petit Québécois. Mais en même temps, le nombre de joueurs qu'on est passé à côté qui étaient dans notre cours pour un joueur qui ne fait pas tant grand-chose dans la NHL ou un joueur obscur qui n'a jamais passé proche de jouer dans la NHL. Ça, honnêtement, sans vouloir dire qu'il faut absolument prioriser les Québécois, si tu es un meilleur joueur, va ramasser le meilleur joueur. C'est tough, man. Mettez-les dans ta course, ces joueurs-là. Tu es censé d'au moins en repêcher une couple une fois de temps en temps. Là, tu sais, c'est quoi de... Puis tu sais, les Canadiens, je dois souligner, par exemple, lors des 2 derniers drafts, ils en ont ramassé quelques-uns. Il y a Joshua Roy qui pourrait être un choix payant pour le Canadien. William Trudeau aussi qui fait quand même très bien avec les Islanders de Charlottetown. Xavier Simoneau aussi. Donc, tu sais, ils ont fait un effort, mais j'ai l'impression que cet effort-là, c'était pour essayer de cacher la controverse de Logan Mayou. Mais bon, regarde, au moins, ils ont quand même... C'est pas un mauvais pick à date, Logan Mayou. On va parler tantôt. C'est un pick intelligent, mais c'est pas un mauvais pick. Mais écoute, on va reparler tantôt justement de Mayou. C'était dans mes sujets que je voulais glisser rapidement. Mais, tu sais, encore là, je le répète, je dis pas qu'il faut repêcher toujours le Québécois. Mais c'est pas normal qu'il y ait autant de bons jeunes joueurs québécois qui nous échappent à chaque année. Des Nicolas Roy du côté de Vegas. On a repêché Lucas Veidemo qui fait bien à Laval, qui cogne un petit peu à la porte. Mais Nicolas Roy, il est à 3 puis c'est à 4 à Vegas, puis il fait quand même très bien. C'est un gros bonhomme qui est intense, qui frappe. Pourquoi on est passé à côté de ça? Écoute, maintenant qu'on prend les 3 derniers repêchages, on va y aller. Tu es un gars de repêchage, t'aimes ça. Moi, je l'ai googlé parce que je pourrais savoir ça par cœur. On a repêché en 2020, on a pêché Kaden Goulet en 16e, OK? En 18e, on a Dawson Mercer. Puis après ça, on a Hendrix Lapierre en 22e. Mais tu sais, Kaden Goulet va être un bon défenseur aussi. Exactement. Donc, c'est biaisé. Kaden Goulet, finalement, mais semble encore là, être un des bons défenseurs. On dit tous qu'il va être un bon défenseur, mais tu sais, Mercer, il est déjà dans la NHL, puis il produit déjà dans la NHL. Produit bien. Puis Lapierre, ben, lui, il est retourné au niveau junior. Mais tu sais, on dit tous que Goulet va être bon, mais tu sais, Nathan Beaulieu était bon aussi junior, puis après ça, ça a fait patate. Je dis pas que c'est le même genre de joueur, mais pas du tout. Là. Beaulieu, c'était un petit peu une tête brûlée en dehors de la glace. Goulet, ça a l'air d'être un vrai pro, puis honnêtement, je suis quand même confiant de dire que sans dire qu'il faut être un défenseur numéro 1 dans la NHL, ça va être un bon défenseur top 4, ça. Mais est-ce que nos besoins, mettons qu'on aurait pris Dawson Mercer, est-ce que nos besoins immédiats, en ayant gagné, en passant la Coupe cette année passée, puis on n'a pas gagné, est-ce que Dawson Mercer est en NHL cette année? Je pense pas. Non plus. Parce que le Canadien a beaucoup d'alliés dans sa formation. Exactement. Donc, mais tu sais, c'est ça. On avait besoin d'un défenseur pour remplacer Weber. On l'a fait avec Kaden Goulet. C'est ce qu'on pense, en tout cas. 2019. C'est ça qui est biaisé, par exemple. Puis c'est ça que les gens n'ont pas de l'air à vouloir comprendre. C'est que c'est pas une course. Tu sais, là, Mercer, il est déjà dans la NHL. Il a déjà du succès. Fine, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que Goulet va être mauvais là, pour autant. Là. Goulet, il va arriver dans la NHL, il va avoir son impact aussi. C'est pas parce que le joueur a un impact plus rapidement qu'il est nécessairement meilleur. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'on dirait qu'aussitôt que le premier qui joue déjà dans la NHL, ouais, mais lui, il est encore au niveau junior, fait que c'était pas un bon pick. C'est pas ça le point. Il faut que tu regardes dans 5-10 ans, c'est qui a eu le plus gros impact. Si Mercer se claque 5 saisons de 40 buts, que Goulet finit à moins 40 à chaque saison, là, on pourra se poser des questions. Mais c'est pas parce que Mercer a joué 2 ans avant Goulet que ça fait, lui, un meilleur pick. Fait que, non, je suis d'accord. C'est ça que les gens faut qu'ils comprennent. Parce que moi, je pense que Goulet va être un méchant bon joueur, sans dire que ça va être un défenseur de calibre Norris. Mais je pense que ça va être un peu le remplaçant de Ben Sherratt en plus de mobilité, puis peut-être un petit peu plus de upside offensif aussi, ce qui n'est pas de mauvaise chose. Fait que... Non, je suis d'accord. Mais tu sais, c'est juste pour te dire que si on fait 2019-2018 rapide, 2019, c'est Cole Caulfield, tout le monde s'en souvient.
Le prochain Québécois, les 15e qu'on fait, le prochain Québécois, c'est Samuel Poulain avec les Pittsburgh en 21. C'était Jacob Pelletier en 26e avec Calgary. Deux Lui, joueurs il qui ont va pas joué bien dans encore AHL, par exemple. il va bien dans Jacob AHL. Pelletier a toute une saison dans la Ligue Il américaine. va très bien. Donc, tu sais, on était chercher un joueur qui marquait des buts parce qu'on avait besoin de marquer de buts en 2019. On s'en souvient. 2018, troisième, Kotkaniemi. Ne va pas là, s'il te plaît. Kotkaniemi. Donc, on cherche Kotkaniemi. Le prochain Québécois, c'est Noah Dobson. Non, mais c'est un gars des Maritimes, c'est même pas un Québécois. Un gars des Maritimes, donc c'est pas un Québécois. Donc, écoute, je continue. J'en ai pas, là. Alors qu'on a Nicolas Baudin en 27e. Donc, ce que je veux te dire par rapport à ça, on a Joe Velemo aussi qui est 130e avec Détroit. Donc, ce que je veux dire, c'est que nos besoins avec l'ancienne organisation du Canadien, donc l'ancienne, je veux dire l'organisation, mais l'ancien management du Canadien, n'était peut-être pas ce que les besoins vont être là. Donc, ce que Hughes a dit aujourd'hui, c'est je veux une équipe rapide et talentueuse. Marc Bergevin voulait une équipe grosse et difficile à jouer contre. Donc, c'est deux mondes complètement différents. Complètement deux mondes différents. Donc, tu sais, jusqu'en 2020, c'est Bergevin qui a fait les pics. Maintenant, où est-ce qu'on va pouvoir juger l'organisation du Canadien, ça va être de qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi qu'on va aller chercher comme besoin. Est-ce que, pour une fois, dans leur maudite vie, le Canadien, depuis les 30 dernières années, vont choisir le meilleur joueur disponible ou choisir une position qu'ils ont besoin? Ça, c'est la nouvelle question qu'on va avoir. D'ailleurs, on parle de repêchage. C'est la réponse que lui va devoir répondre quand il va faire ses pics l'année prochaine. Parce que nous, ce qu'on va regarder, c'est ça. Kotkaniemi, c'était pas le meilleur joueur disponible, c'était Brady Tkachuk. On le sait tout, là. Puis c'est un méchant reach en plus, Kotkaniemi. Il y en a qui plaçaient bottom top 10. C'était même pas proche avec top 5. Là. Non, puis il y avait un gars qui l'avait classé 26e dans les scrutins de sélection. Donc, on l'a reach parce qu'on a besoin d'un gros ailier. Mais c'est pas ça qu'il faut. Puis je me souviens, je pense que c'était Timmins qui avait dit, parce qu'il faisait tout le temps une espèce de scrum là, pour pouvoir un résumé de ses choix là, de la journée. Puis il avait dit Kotkaniemi, ce qui était intéressant dans son cas, c'est qu'il était plus jeune dans le draft, donc plus de place pour faire augmenter son potentiel. Quand que Brady Tkachuk, c'est un gars qui était déjà NHL ready, qui aurait aidé l'équipe tout de suite, puis que tu vois aller aujourd'hui. Là. Puis tu sais, il y a des gens qui vont dire oh, mais là, c'est facile, les gars, vous dites ça après que. On le savait avant. J'ai un témoin que je pourrais texter, vous montrer la conversation. Puis il était avec moi cette journée-là, on regardait le draft ensemble, puis moi, j'ai dit textuellement, moi, c'est Tkachuk. À la limite, Zadina, ça peut passer, mais c'est Tkachuk que ça prend parce que les Canadiens n'ont pas de power forward de ce type-là. Puis là, ils sont allés chercher Kotkaniemi, j'ai fait un peu comme la face de la madame là, qu'on a vu après ça. J'étais comme, c'est quoi ça? Oui, puis tu sais, Brady Tkachuk, 6 et 4, 2-10. Puis Tkachuk. Tu voulais un power forward, tu vas choisir Kotkaniemi. Dans ma tête, ça fonctionne pas. C'est ça. Tkachuk, le problème, c'est qu'il était comme un des plus vieux du draft. Fait que, c'est comme si dans la tête de Timmins, parce que Tkachuk avait 1 an de plus, son potentiel c'était de la boîte. Là. Fait que, je peux pas croire qu'on pense de cette chose. Quand tu justifies ton pick en disant c'est le plus jeune du draft, fait qu'il y a beaucoup de place à amélioration, c'est pas censé être un facteur de. Non. Puis, tu sais, je vais donner un autre exemple. 2004, le draft que le Canadien a repêché Carl Chipchura. Peux-tu me googler ça si t'es encore sur HockeyDB? Quel rang qui est sorti? Carl Chipchura? Je me souviens de ça. HockeyDB, Carl Chipchura drafté 18e en 2004. 18e au total. Et je me souviens, j'ai poussé un gros tabar bip quand il avait fait sa conférence. Il a dit ce qu'on aime avec Chipchura, c'est que c'est un joueur de centre de 3e trio assuré. Tu le drafts 18 fucking tièmes pour un joueur de centre de 3e trio. Écoute, 104 points en carrière en 482 matchs. Ils ont drafté Travis Zajac après ça à New Jersey 2 ans après en 20e. Quand même 550 points en carrière. C'est ça après que je déplore. On a un Mike Green avec Washington. 500 points, 880 games. Écoute, c'est ça le problème de Montréal. Puis on a un David Krejci aussi qui est sorti comme 63e. Ça, c'est assez hot. Je n'avais pas vu ça. Là. 730 points. OK? Donc, tu sais, c'est là le mandat du Canadien. Puis c'est là que la mauvaise direction était. C'est là que le bas a blessé trop longtemps avec Timmins. C'est qu'on a été chercher des joueurs. Puis là, tu le dis, là, 2004, un très bon joueur de 3e trio en première ronde.
Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça le problème dans cette ère-là de Ouais. Timmins. Puis c'est qu'on a trop voulu aller avec les choix safe plutôt qu'essayer d'aller. Le seul choix qu'ils ont essayé de faire, qu'ils ont essayé de frapper un circuit avec, c'était Nikita Sherbak. C'était vraiment un joueur de Ouais. talent Oh, ouais. que lui, c'était vraiment pas sûr qu'il fasse Mal l'NHL, mais développé. que s'il faisait, ça allait être un coup de circuit. Mais sinon, c'est tout le temps des choix. Ben écoute, d'après moi, ça va être un gars qui va être capable de jouer à NHL sur un troisième trio. Tu sais, des Artillery les connaissent, des Jacob de la Rose de ce monde. Ouais. Ouais. Quand il y a d'autres équipes pendant ce temps-là qui font des trous verts à la Braden Point, je suis comme ah, mais comment que le Ouais. Canadien a pu passer à côté de ça? Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres équipes aussi qui ont passé à côté. Tu sais, c'est pas juste le Canadien. Ah non, 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 mais Mais tu sais, c'est je juste regarde parce que nous, encore une c'est année fois, après année. tu sais, je regarde encore une fois, puis pas plus tard que le dernier draft, là. Puis tu sais, là, je sais qu'il est trop tôt. Mais Oliver Kapanen, c'est un choix de deuxième ronde là, qui joue en Finlande présentement. Il a de la misère à jouer en Finlande. Ouais. Il est tout le temps sur une 4 dans la meilleure ligue en Finlande. Il n'y a pas tant de glace pantoute. Comment tu veux que ton jeune se développe à ce moment-là? Honnêtement, c'est des choix que. Ouais. On veut trop aller dans des bons joueurs qui jouent 200 pieds. Je ne dis pas que c'est pas correct. Oui, il faut que le joueur soit responsable défensivement. Il ne faut pas que ce soit une plaie tout le temps sur la glace. Non. Il Non. ne faut pas que ce soit un Neil Yakupov, par exemple, un joueur qui se promène comme une poule pas de tête sur la glace et qui ne fait rien, ou un Galchenyuk si on va aller dans la même année, que lui, s'il n'a pas la rondelle, il ne se passe pas grand-chose. Mais à un Non. moment donné, tu es rendu en deuxième, troisième ronde, vas-y pour le joueur de talent, puis arrête d'y aller avec le joueur que le Suédois. D'ailleurs, le recruteur suédois, là, pas trop à grosse cote chez les Canadiens présentement. Veidemo, il borderline, Delarose, ciao bye. Jacob Olofsson, ils ne signeront pas cette année, pas mal sûr. Lui aussi, ça en a un qui a de la misère à avoir du temps de glace en Suède. Oh, ouais. Moi, étant le Canadien, je regarderais ce scout-là, puis je dirais, ouais, tu as peut-être travaillé un peu pour les Red Wings avant, puis tu as eu des bonnes trouvailles en Suède, mais là, ta cote, c'est un peu dans le négatif. Là. Fait que, Effectivement. non, honnêtement, il y a une bonne évaluation à faire du côté des scouts. Puis je pense qu'il faut que le Canadien euh, ose un petit peu plus avec des joueurs de talent, un peu comme les Hurricanes le font, puis les Red Wings l'ont fait aussi dans les dernières années. Je l'ai déjà dit, je pense, à ce podcast-là, mais je prendrais les deux derniers drafts des Hurricanes puis des Red Wings, puis je les échangerais anytime pour ceux-là du Canadien. Là. Oh, ouais. Honnêtement, les joueurs de talent, les risques que les Hurricanes ont pris, on dirait qu'à chaque fois que je joue un joueur, c'était peut-être une de ces deux équipes-là qui le ramassait. Les Kings aussi Ouais. ont fait des bons Ouais. choix. Fait que, non, honnêtement, ça prend vraiment là, du renouveau au niveau des scouts. Puis qu'on arrête de peut-être y aller avec le joueur qu'on pense qu'il va jouer dans la NHL, mais c'est un troisième, quatrième trio. Écoute, on entend ça trop souvent à Montréal, puis écoute, là-dessus, je vais blâmer un petit peu Benoît Brunet, puis c'est pas mon genre là, de le faire avec Benoît. Je l'aime quand même comme analyste de hockey, mais il faut arrêter de dire que les joueurs doivent apprendre à jouer défensif avant de jouer offensif. Là. On est en 2022, la Ligue nationale n'a jamais été aussi rapide, puis on a de plus en plus de jeunes sur la glace. Je te dis pas de complètement enlever le niveau défensif des joueurs. Je te dis pas de prendre le joueur qui marque 120 buts puis qu'il est moins 600. Je te dis juste qu'à un moment donné, il faut arrêter de demander à un joueur de 17, 18, 19, 20 ans d'être bon sur 200 pieds, puis de lui montrer à être bon sur 200 pieds pendant qu'il joue dans la Ligue nationale. Moi, je le vois comme ça. C'est parce que je suis un ancien joueur et je n'ai pas fait la Ligue nationale, justement. Mais c'est qu'on confie, on lui demande d'être bon sans la rondelle, mais il n'a jamais été bon sans la rondelle. Donc, on peut-tu prendre à 20 ans, ou à 21 ans, ou 22 ans, je ne sais pas de son âge, puis, regarde, Tilou, va faire des buts, là, puis essaie de revenir le plus vite possible dans l'autre zone, puis d'empêcher des buts. C'est tout. That's it. On va te montrer comment ça marche, la Ligue nationale, après. Là, il y a de la misère à un combat 1 contre 1, il y a de la misère à chercher la rondelle dans le coin, il est stressé sur la glace. Il n'y a plus d'affaires là. Pourquoi? Parce qu'on t'arrête de brûler un autre joueur de talent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'entourer nos jeunes. Ça, c'est une affaire que la nouvelle génération, il faut qu'on fasse aussi. Puis, une autre affaire qui a été demandée à Ken Hughes aujourd'hui puis à Jeff Gordon qui est tellement important, c'est est-ce que tu as des joueurs qui ont demandé des trades de Montréal? Puis, ça a l'air qu'il n'y en a pas eu. Donc, c'est un signal de fumée? C'est-tu n'importe quoi? Ben, c'est sûr qu'il ne va pas dire en direct que oui, j'ai 4 joueurs qui m'ont demandé d'être échangés. Non, mais il aurait pu dire il y a des choses qu'il faut qu'on travaille, puis il y a des choses qu'il faut qu'on regarde. Ça se dit, ça. Puis je pense que Gordon a capable de le dire aussi. Mais moi, je vois ça d'un autre œil aussi. Là. Je pense que l'organisation s'en va dans une meilleure décision. Je pense qu'on s'est rendu compte, les amateurs, les gars de podcast, les fans finis du Canadien, qu'à un moment donné, il faut arrêter de voir juste le bon joueur. Ah, mais il est bon sur 200 pieds. Il faut aller chercher des joueurs de talent. Il faut prendre des risques. C'est ça, le draft. Ça va arriver qu'un choix de 5e ronde soit ton meilleur joueur chez le Canadien, comme Gallagher s'est passé là, depuis les 5-6 dernières années, avec les 30 buts, les 40 buts.
des moments, il faut que tu donnes des coups de circuit, puis il faut que ton choix de première ronde devienne un coup de circuit. Puis là, c'est pas arrivé, ça fait combien de temps, Montréal? 12 ans? Ben, écoute, ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait discuter. Là. Il va falloir que les Canadiens battent plus que pour 0.08 sur les choix de première ronde. Là. Écoute, combien de choix de première ronde qui appartiennent aux Canadiens qui sont dans la formation présentement? On a Price, on a Caulfield, Suzuki, c'est pas eux qui l'ont drafté. Non. Fait qu'on le comptera pas. Pas. Mais Tout. sinon, c'est tout. Ils ont rien d'autre. Comment tu C'est peux te tromper autant de fois C'est avec tout, ton choix de puis, première ronde, dont ouais. 2 dans le top 3, un autre top 10 avec Sergachev, mais ça a donné 3 en bout de ligne, mais quand même. Ah, mais C'est là, des c'est gars pas qui rien sont que ça, censés être là. de la formation T'as aujourd'hui. t'as Carey Price 2005, Ouais, puis t'as encore Caulfield 2019. Il y a 14 ans, tes deux. Là. que ça n'a rien fait. 14 ans, qu'il n'y a rien. Rien, là. Puis nomme-en, là. Costin, nomme-en, là. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui jouent présentement. Leblanc. Il y en a qui jouent présentement dans NHL, mais c'est pas plus des joueurs d'impact. Michael McCarron, il est sur une 4 à Nashville, je pense. Ou... Il va rester là. Il Jared va se battre, Tenordi, il a joué il va une être fois de gros. temps en temps cette année, mais Nathan Beaulieu, il a joué à Winnipeg, oui, mais c'est pas chic, ben. Ouais, c'est le Non troisième seulement paire, ils là. sont. Noah Jolson, ben là, ça, c'est à cause des blessures, ça ne l'a pas aidé non plus. Là. Mais tu sais, il y a Peeling qui est là aussi. Ryan Ouais, Peeling. Peeling, c'est vrai. Peeling, c'est vrai, on l'oublie souvent, Peeling, ouais. Mais encore là, c'est un joueur qui, présentement, sur une 4. Il va peut-être finir sur une 3 éventuellement, mais c'est sûr qu'en même temps, tu repêches souvent fin première ronde, mais il y a tout le temps des petits diamants en fin de première ronde. Tu sais. Pourquoi que, justement, les Bruins, c'est sûr que là, les Bruins, ils ont repêché avant nous, là, mais tu sais, cette année-là, avec Sherbach, le joueur en avant qu'ils ont repêché, c'est David Pastrnak. Ouais. Puis, tu sais, à chaque année, il y a des joueurs fin de première ronde comme ça qui ressortent du lot puis qui sont clairement plus talentueux. Mais pourquoi que c'est tout le temps les autres équipes puis que nous, on ramasse tout le temps le gars qui va jouer 2 games dans la NHL puis c'est tout. C'est sûr qu'en même temps, entre 2013 et 2010-2013, dans ces bouts-là, le Canadien, justement, était dans leur phase qui voulait se grossir et qui voulait être plus tough. Ouais. L'année de McCarron en 2013, personne qui l'a classé première ronde de ce gars-là. Puis nous, on va le ramasser volontiers. Puis oui, jouer NHL ces temps-ci, mais c'est pas un gars de talent, là, loin de là. Même chose pour Tenordi. Fait que tu sais, première affaire que le Canadien doit s'améliorer, c'est les choix de première ronde. Il faut que ça devienne des gars NHL qui ont un impact avec cette équipe-là. Pas des joueurs de soutien, des joueurs qui sont 13e attaquants, défenseurs qui sont 7e défenseurs. Il faut que ce soit des joueurs qui jouent à chaque soir dans ta formation. Top 9 ou top 4 en défensive. Ça part de là. Puis là, comme j'ai dit tantôt, le Canadien, là, ils ont une opportunité en or d'aller chercher un joueur de talent. Ouais, c'est sûr qu'ils vont avoir un joueur top 10. Là. Écoute, je pense pas que les Canadiens vont se mettre à gagner, surtout si Price ne revient pas. Top 5. Moi, je ça pense va être top 5. Là, il ne faut pas qu'ils se trompent parce que ça part de là. Ça part de là. Ah oui. Puis, ça a l'air bien critique puis bien la manière que je parle, mais ça va être le premier move en même temps de l'ère Ken Hughes. Tu commences ta première année avec le Canadien, tu as un choix de top 5 avec qui tu veux bâtir, puis trompe-toi pas, chef. Parce que non, trompe-toi pas. Ça va être du sentiment de déjà vu chez les partisans du Canadien si encore une fois, on repêche troisième puis que 3 ans après, le gars n'est plus là. Ça va être difficile. Ça va être bien difficile. Écoute, en terminant peut-être sur le sujet du Canadien, qu'on passe à nos autres sujets, là, je sais pas pour toi, là, mais moi, je pense que de plus en plus, le nom de Daniel Doré sort au niveau du recrutement amateur du CH. Là. C'est un gars qui fait 25 ans qui est recruteur. A été aussi avec les Bruins pendant, je pense, 16 ou 17 ans. Puis il avait été rejoindre aussi Gorton avec les Rangers quand il est allé là en 2016 ou 2015. Donc, ça serait peut-être pas pire. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans la cravate. C'est un Québécois en plus d'un doré, donc ça pourrait être une bonne solution. Puis on parlait de l'avenir, donc je ne sais pas si c'était la nouvelle, mais Kevin Poulin, encore une grosse performance à soir. Les Rockets ont battu Utica, la meilleure formation de la Ligue américaine présentement. Donc, au moins, avec les retours en bas dans la Ligue américaine, Monsieur Hall a plus de choix sous la main, mais il a donné 2 buts d'ailleurs ce soir. Je ne sais pas s'il en a marqué d'autres depuis que j'ai arrêté d'écouter la game pour qu'on puisse faire le podcast. Il y a 2 beaux buts d'ailleurs, 2 très bons tirs. Ça en est un aussi qui devrait être un joueur, pas sans très dire que ça va être long, une superstar, mais au moins un joueur qui devrait avoir son utilité avec le Canadien dans les prochaines années. Effectivement, donc ça va faire du bien. Puis écoute, malgré le départ de Joël Bouchard, on en parle rarement du Rocket, on devrait en parler plus, mais le Rocket va quand même bien malgré toutes les restrictions. Puis Hull fait un excellent travail avec cette équipe-là. Donc,
Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir les Harvey Pinard. Ça fait du bien de voir les Belzile monter. C'est le fun. Les Pizzetta, mon préféré, le Canadien. Encore un gros but avec sa bouche hier. Donc, écoute, c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui pousse en bas, mais c'est le fun aussi de voir que l'organisation en bas va bien. Donc, si cette chose-là peut se transporter vers le haut, avec les bonnes décisions qui vont se prendre, en tout cas, on espère dans les prochains mois avec le repêchage, les échanges puis tout. Faut garder espoir. Il faut donner la chance aux coureurs. Puis je pense qu'au bout de la ligne, il faut vraiment donner la chance à une nouvelle organisation de faire ce qu'ils veulent le plus possible puis de les encourager là-dedans. Là. Stéphane, on va passer rapidement là, sur ce que le temps file, là, sur les autres sujets qu'on voulait parler. Ouais. Juste rapidement, écoute, je disais tantôt qu'on avait l'air un peu niaiseux avec les Islanders depuis le début de la saison, mais ça commence à se replacer du côté de New York. Il est temps, Écoute, et ça commence à bien aller là, du côté des Islanders. écoute, ça va super bien. Puis écoute, comme je te disais cette semaine, c'est un de mes sujets. Pourquoi? Parce qu'ils sont 7-2-1 au cours des 10 derniers matchs. Ils ont connu une série de 5 victoires de suite, en ont perdu 2, en ont gagné 2 de plus avec une en prolongation. Donc, ça va bien. Joue pour 500, 13 victoires, 13 défaites en 6 en prolongation. Le plein étonnant là-dedans, c'est qu'ils sont 27e dans la Ligue, donc ça s'améliore. Mais ils sont seulement à 8 points de Winnipeg, qui sont en 19e position. Puis je pense qu'il y a une trolley de match en main aussi là-dessus. Écoute, on a seulement 32 rencontres de jouer pour les Islanders à date. On a un gros stretch qui s'en vient à domicile encore. Donc, écoutez, 5 matchs de plus pour les Islanders, on gagne 8 points sur 10. On est rendu à 40 points. Donc, ça peut aller vite, mais c'est très, très, très serré entre les positions, je vais dire, 11 à 30. Là. On va oublier le Canadien, puis on va oublier, mettons, jusqu'à Buffalo, le 28e. Donc, c'est quand même serré. C'est tout à 1 point ou 2 points de différence. Donc, des victoires contre la conférence ou des victoires contre des équipes un peu à l'extérieur vont peut-être les aider à monter, mais je pense qu'on vient de retrouver la route là, au niveau des Islanders. Ça va faire du bien. On va regarder ça du coin de l'œil. On les avait mis en finale, même gagné la Coupe cette année, nous autres là. Fait qu'il faut quand même garder un œil là-dessus. Mais je pense que on a peut-être tourné le coin enfin là, aux Islanders, puis on va se mettre à gagner encore plus. On va souhaiter que ça va aller, que ça va se poursuivre parce qu'on paraît un petit peu moins bien à ce moment-là depuis le début de la saison. Ah, mais ils ont une bonne formation, les Islanders. C'est juste que pour X raisons, ça n'a pas cliqué. Mais là, ça commence là, à bien aller. Il y a des jeunes aussi qui vont bien dans cette équipe-là. Donc, on va espérer que ça va se poursuivre. Sinon, je vais te laisser y aller avec ta rafale de sujets qu'on va discuter rapidement. Écoute, rapidement, là, j'avais mon opinion sur Patrick Roy. Il y a plein de monde qui avait été déçu au niveau de la non-sélection de Patrick Roy. Je connais pas l'individu de fond en poche. Je connais l'individu quand même un petit peu. Beaucoup de gens voulaient avoir sa hargne dans les bureaux en haut. Moi, je pense que si Patrick Roy veut vraiment faire la différence chez le Canadien de Montréal, il va être en arrière du banc. Je ne prédis pas que ça va être lui l'année prochaine qui va être là. Je ne prédis pas non plus que Ducharme ne fait pas bien le travail. Évidemment, ça ne fait pas le travail, on le voit présentement. Je pense juste qu'on va évaluer ce côté-là, mais je parle juste aux fans finis qui voient Patrick Roy comme le sauveur depuis toujours, depuis 1993. C'est correct. Mais si vous voulez avoir de l'impact avec un ancien joueur, avec la hargne que ce gars-là a, avec le désir de vaincre que ce gars-là, ça doit être en arrière d'un banc, pas dans un bureau au 3e étage ou au plafond du Centre Bell. Je le vois vraiment mal réagir fortement, émotivement en arrière dans un bureau. Parce que peut-être qu'un gars comme lui derrière le banc, peut-être qu'un ancien prolifique, meilleur gardien de l'histoire, peut-être, c'est une discussion qu'on a à chaque année avec Brodeur, lui, ou peu importe les autres avant. Donc, moi, je pense qu'un gars comme Patrick derrière un banc va amener beaucoup plus de force à une équipe. Puis, écoute, si tu veux qu'une équipe joue pour son entraîneur, selon moi, écoute, si je suis un petit cul qui joue sur le banc pour le Canadien de Montréal, Patrick Roy qui est coach en arrière, je peux être sûr que m'a patiné sa patinoire parce que mec, j'arrive au banc, on va me le faire dire. Donc, moi, je pense que c'est plate pour les gens qui pensaient avoir Patrick là. Moi, je pense pas que c'est un. Je pense pas qu'il y a les nerfs d'un DG. Je pense plus qu'il y a les nerfs d'un coach. Je pense pas que de gérer une équipe junior, c'est la même chose que de gérer une équipe de Ligue nationale. C'est pas des hommes, c'est des jeunes. Souvent, la junior, en plus, c'est des reconstructions aux 4 ans à cause qu'on veut gagner la Coupe Memorial, puis après ça, on liquide, puis on recommence. Mais mon opinion là-dessus, puis je le dis ouvertement, j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, je me suis fait ramasser sur les réseaux sociaux aussi là, parce que je n'étais pas un fan de Patrick Roy, selon eux. Oui, on se fait toujours ramasser sur les réseaux sociaux. Mais moi, je pense juste que c'est un homme de hockey, c'est une très bonne tête de hockey, mais il y a les nerfs pour être un coach. C'est un gars qui est émotif, un gars qui prend des bonnes décisions sur le fly, c'est un gars qui va rouler ses trios dans le junior, on le voit. C'est un gars qui n'a pas peur de prendre des décisions importantes sur la glace.
C'est pas un gars qui est fait pour boire son café au 3e étage du Centre Bell, pas parler aux médias pendant 3 mois, pour se revenir pour payer dans le... Je pense pas que c'est un DG, je pense que c'est un coach. C'est ce que j'avais à dire. Puis en termes de GM, s'il y a bien une chose que tu veux pas, c'est un gars émotif parce que ça fait en sorte Exactement. qu'un joueur, qu'un coach, pas un coach, mais un GM va s'attacher à des joueurs de un ou deux, va prendre des décisions sur le bouton panique quand il ne faut pas. Honnêtement, je ne suis pas vraiment un fan de Patrick Roy pour venir dans l'organisation du Canadien, mais si tu me l'imposais et que tu me disais faut absolument que tu le prennes dans ta formation, effectivement, c'est derrière le banc que je le mettrais plus qu'au 3e étage. Parce que si tu as besoin d'émotion, c'est derrière le banc, mais c'est surtout pas quand tu vas en perdre 3 en ligne que tu vas leur virer le club à l'envers parce que ça ne marche pas. Exact. C'est pas ce genre de décision-là qu'il faut que tu prennes là, en tant que DG, selon moi. Exact. C'était mon petit point là-dessus, mon petite opinion là-dessus. Fait que grosso modo, rapidement, sujet 4 et 5 qu'on avait, la Ligue nationale de hockey a annoncé, dans le fond, que les 98 rencontres qui avaient été annulées là, avant les fêtes, depuis le début du mois de décembre jusqu'à janvier, là, milieu janvier, surtout au Canada, vont être reportées du 7 au 22 février. Donc, 98 rencontres vont être reportées dans ces 2 semaines et 3 jours-ish, qui est être la pause obligatoire pour les Olympiques. Et en même temps, on a aussi, on avait prévu de le faire lundi, mais ça a été officialisé ce matin. Donc, la Ligue nationale de hockey qui ne testera plus les joueurs asymptomatiques de la COVID, comme la NFL a fait. Donc, si tu as pris le COVID, tu es asymptomatique pour 3 mois, on n'en parle plus. Donc, je pense qu'il va y avoir une épidémie commune. On a vu Cole Caulfield hier être malade de la COVID. Donc, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont passer par le biais de ça. Les joueurs vont pogner la COVID, puis on n'entendra plus parler après. Donc, il va probablement avoir une immunité collective dans la Ligue nationale. Puis ça, en même temps, si on va voir du hockey, c'est une bonne chose. Non, effectivement. Puis honnêtement, avec tout le monde qui sont passés sur ce protocole-là dernièrement, je pense que quasiment tous les joueurs doivent être immunisés à travers la Ligue parce que d'après moi, tout le monde est passé, sauf Nick Suzuki, que je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans son sang, lui, dans son corps, mais il est fait fort, là, parce qu'on dirait que c'est le seul joueur de la NHL qui ne l'a pas pogné. Oui, effectivement, effectivement. Fait que comme dernier sujet, avant d'aller dans les mentions honorables de ma semaine, les 5 mentions, écoute, on en a parlé puis on a ri quand j'en ai parlé, c'est Leon Draisaitl qui répond à Jim Madison à la conférence de presse d'hier. Écoute, je vais le faire jouer. Toi, tu l'entends. J'espère que ça va marcher pour les auditeurs. Sinon, on va en parler, mais je vais en parler après. C'est du bonbon. C'est 54 secondes. Lots of reasons for why the Oilers are playing the way they are in terms of winning and losing. What do you think is the number one reason for the losses now? Is there one thing that you, in your own mind, you're saying we got to get better at that? Yeah, we have to get better at everything. Would you like to expand on that? No. You can do that. You know everything. Why are you so pissy, Leon? Why are you so pissy? I'm not. I'm just answering your question. Yeah, you are. Whenever I ask you a question. I gave you an answer. Not very good one. Okay. I have one more for you. Leon, you show your frustration on the ice last game against Ottawa. Is that a good thing when you show it so the other team knows you're frustrated? Yeah, it's a great thing, for sure. Good. Yeah. Wow! Bon, je vous mets en contexte. Écoutez, j'espère que vous l'avez entendu. Sinon, allez sur Twitter, tapez ça. Faites juste marquer Leon Draisaitl answering questions. C'est incroyable. Et ce qui se passe rapidement, là, c'est que dans le fond, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est le journaliste Jim Madison, qui est à la couverture des Oilers depuis 1974, pose la question qu'est-ce que l'équipe va pas bien avec les Oilers, on sait que ça va mal avec les Oilers depuis quoi, là, quasiment 1 mois et demi. Là. Donc, on est dans une mauvaise vibe. Puis, du moment que le commentateur, le journaliste demande à Leon Draisaitl, tu peux-tu me dire pourquoi ça va pas bien? Tu peux-tu me nommer une raison pourquoi? Mais Leon, il est juste comme ça, des gens apprennent à dire non, 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 tu sais. Ensuite de ça, il fait juste dire, ben, tout marche pas, faut juste être meilleur dans tout, finalement. Fait que là, le commentateur, il comprend pas la réponse, puis il aime pas la réponse, puis il dit, veux-tu élaborer? Fait que Leon dit non. Puis il dit, OK, mais pourquoi t'es aussi, tu sais, PC, ce qui veut dire, pourquoi t'es aussi l'air en maudit après moi, tu sais? Ben, il dit, je réponds à ta question. Et finalement, il dit non, tu réponds pas à ma question, tu fais juste répondre à rien. Fait il dit, ben, c'est ça, je réponds à ta question. Fait que après ça, il dit, OK, mais j'ai d'autres choses pour toi. Il dit, OK. Il dit, tu sais, quand tu es frustré sur la glace comme ça a été contre Ottawa au dernier match, penses-tu que c'est une bonne chose pour l'autre équipe? Il dit, sûrement. Sûrement la bonne chose. Puis en même temps, dans le contexte, il dit, ben, tu sais tout anyway, tu sais. Fait que
On vient de voir que Bush à Montréal, que les médias sont fatigants puis que les joueurs sont tannés. Écoute, c'est du bonbon à voir. C'est pas la première fois que Leon... Ah non. Il n'a pas la langue dans sa poche, Leon. Puis, écoute, c'est sûr que ça va mal avec les Oilers, mais imaginez-vous, là, à chaque fois que vous rentrez au travail, il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, ça va mal aujourd'hui, hein? Ça va mal aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi que c'est de même aujourd'hui? » Peux-tu me nommer pourquoi c'est de même aujourd'hui? Ça fait juste 10 secondes que tu parles, puis ça me gosserait déjà. Le gars, il a déjà pas le goût de te répondre parce qu'il sait que ça va être une question de merde. Puis en plus, il te répond, puis il en rit. À la fin du vidéo, il est crampé, les Undersiders. Il rit en la regardant, en disant qu'est-ce que tu veux, là? Fait que, est-ce que nos médias sont tannants, vous pensez? Donc, la question est là. Ça, c'est un sujet drôle. J'aurais pas de mention honorable, mais je trouverais ça drôle. Ça a sorti des médias hier. Puis écoute, il y a eu des retweets avec des contextes hors du commun, là, des gens d'autres voix, puis Léon avec les réponses de Léon, puis c'est à mourir, pour vrai, là. C'est incroyable. Donc, mention honorable, les 5 rapidement. Brad Marchand, notre rat national. Pourquoi? Pour la réponse aux 15. Rat national. Ouais, tout le monde l'a eu. Moi, je l'adore. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel, puis je l'adore. Donc, sa réponse sur les réseaux sociaux, les Hurricanes qui ont planté les Browns hier 7-1, je ne sais pas si vous en souvenez. Ouais. Donc, on marqué L stands for Lamborghini. Donc, le L vient avec Lamborghini. Et Brad Marchand qui répond sur les réseaux sociaux, c'est vous êtes encore la raison pourquoi on paye 20% en escroc. Ce qui n'est pas faux. Donc, écoute, j'adore. Brad Marchand qui est une peste sur la glace et une peste en dehors de la glace. Donc, mention honorable, je l'ai adoré celle-là. Donc, sur une autre forme d'idée aussi, on a Zdeno Chara hier qui a détruit McEwen. Je ne sais pas si vous avez vu le combat, là, ça a été assez sur un côté. Zdeno Chara à 44 ans, je pense, 43, 44 ans. C'est à mi-quarantaine de notre donc, encore capable de jeter les gants, le monsieur de 7 pieds. Donc, détruit McEwen, puis après ça, il le tenait pour lui dire « T'es-tu correct? T'es-tu vraiment correct? T'es-tu sûr que t'es correct? » Puis les arbitres l'aidaient à le tenir parce qu'il s'est fait défoncer. Et en même temps, sur Twitter, Sean Thornton, l'ancien goon des Bruins de Boston, qui dit que Chara devrait gagner le Lady Byng à chaque année. Pourquoi? Parce que c'est le seul, année après année, qui pourrait tuer un opposant avec ses points, mais qu'il ne le veut pas le faire. Donc, c'est un bon point. Hey, c'est qui avait détruit aussi là, plusieurs années? C'était contre un joueur des Blackhawks de Chicago. Le gars était tout fendu de partout. C'était ridicule. C'est une machine, ce gars-là. C'est une machine de guerre. Donc, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça passer aujourd'hui. Je trouve ça très drôle. Mention honorable à Ryan Reeves, 50e but dans l'international. On parle vraiment de gars qui jettent les gants puis de bataille puis tout le kit. 2 buts ce soir avec les Rangers. D'ailleurs, 2 buts ce soir avec les Rangers. Oui, dans une victoire 6-3 contre les Maple Leafs. Donc, ça va bien avec les Rangers, puis Ryan Reeves fait respecter la loi là-bas. Puis je voulais juste le mentionner parce que souvent, on le voit juste dropper les gants. C'est un joueur 4e trio. Des fois, il n'est pas toujours là dans les rencontres. Mais 50 buts, c'est plus que bien des gens qui ont droppé les gants toute leur vie ont fait. Donc, je voulais le mentionner. Ensuite de ça, le retrait du chandail de Chris Pronger qui a été fait par les Blues. Mention honorable à la bière qui a calé aussi. Mention honorable à Bud Light. Et voilà, t'as tout compris. Donc, M. Pronger qui dit son discours et après environ 6 minutes avec la gorge sec, on sort la Bud Light. Et voilà, merci, bonsoir. Donc, on a sûrement une commandite de Bud Light qui s'en vient chez M. Pronger dans pas long. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Et juste une petite mention aussi, mon papa qui m'a envoyé ça avant le podcast. Donc, j'ai vu ça passer sur le site de Hockey Beast. Niklas Sestrom a joué 20 ans dans la Ligue nationale et n'a jamais manqué les séries éliminatoires. Donc, je vais fouiller pour la semaine prochaine, mais je vais aller voir c'est qui le dernier, à part lui, qui s'est arrivé. On ne devrait pas avoir grand nom sur cette liste. Et d'après moi, non. Donc, je vais aller voir c'est quoi les durées de longévité. Donc, merci à mon papa qui écoute le podcast et qui m'a envoyé ça. Donc, on suit mes déboires à Détroit quand même si c'est un fan des Blackhawks de son côté. Donc, il m'a envoyé ça avant le podcast. Ça va pas tant bien à Chicago, d'ailleurs. Ouais, mon père, c'est un vrai partisan. Correct, ça. Donc, la chronique, que c'est ça? On a 2 bonnes cette semaine. On a 2 bonnes cette semaine. On a une bonne que c'est toi qui me l'as envoyée tantôt. et l'autre bonne, c'est encore toi qui me l'as fait penser tantôt. Donc, la première, je l'avais écrit à cause de toi.
Et là, après ça, pendant qu'on en a parlé, tu as dit « Ah, j'étais sûr que tu aurais mis ça », puis là, on l'a mis. Donc, la première, je vais donner le crédit, c'est l'entraîneur en Russie dans probablement la KHL qui a littéralement botté son joueur sur le banc. Il a perdu son emploi d'ailleurs à cause de ça. Écoute, moi, j'ai jamais vu ça. Ça m'est jamais arrivé de voir quelqu'un. Écoute, legit, là, il a vraiment kické son joueur sur le banc. Là. Mais tu sais, je ne veux pas faire de préjugés, là, honnêtement. Là, mais si je te montre cette vidéo-là puis je te dis dans quelle ligue tu penses que c'est arrivé, c'est sûr que tu me réponds de ligue en Russie. Il se passe tellement d'affaires bizarres là-bas. Là. Puis ça, ben, ça en est une. C'est vrai. Puis écoute, c'était tellement drôle parce que mon autre que c'est ça, c'était la question de Renaud Lavoie. Puis on s'acharne sur Renaud Lavoie. C'est sûrement une très bonne personne. Fait sûrement quand même bien son boulot. Mais tu parles au nouveau directeur général du Canadien de Montréal, puis la seule question qui t'est avouée dans le scrum de 53 minutes, c'est comment tu t'es senti en t'en venant au Centre Bell dans ton véhicule? Pour vrai, là? Sérieux, Renaud? Il y avait 100 autres questions. Je comprends la question, on va aller chercher le côté human, mais honnêtement, c'est la première rencontre. Les partisans connaissent rien du tout du nouveau GM. C'était pas la meilleure question à poser pour essayer de justement connaître plus. Tu sais, quand même, moi, là, je suis le partisan du Canadien, OK? Je suis assis, là, je regarde la conférence. En plus, c'est arrivé tellement à la fin, cette question-là. Ouais. Ça fait 53 minutes là, que je regarde la conférence de presse. Puis j'ai des questions encore en tête, puis je dis « Ah, c'est plate, tu n'as pas répondu à ça. J'espère que le journaliste va y poser finalement cette question-là. » Puis là, tu as le journaliste qui arrive. « Ouais, mais mon cher Kent, quand tu es embarqué en char puis tu t'es emmené au Centre Bell, là, comment tu t'es senti? » Ça aurait pu être une sous-question, je pense, de dire « Hey, écoute, Kent, un petit gars de Montréal, travaille pour l'organisation du Canadien maintenant, probablement tu as voulu jouer dans les nationales. Comment tu t'es senti en arrivant au Centre Bell? Et blablabla, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton plan pour les 2-3 prochaines années ou dans les prochains mois? » Ça aurait pu être une sous-question, mais va pas demander juste ça. Que Ken Hughes me dit qu'il avait le soirée fendue jusqu'aux oreilles sur le bord de la rue, sur la lumière rouge, là, puis il écoutait du gros beat, puis il était de même, puis il était bien heureux d'être avec le Canadien. Là. Je m'en contre fou pour vrai. Là. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi le plan de l'organisation, vers où est-ce qu'on s'en va. Moi, ces émotions, là, j'en ai rien à torcher pour vrai. C'est pas ça qu'on voulait. Là. Exact. Ça aurait été une question à poser la deuxième rencontre. Ça aurait été une bonne question pour connaître la personne. Là, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va avec le Canadien. Puis, comme tu dis, c'est ça un peu caché, mais comment? Je pense que surtout lui qui a quand même des contacts, là, puis il y a même beaucoup d'informations. Là. Mais tu sais, honnêtement, cette question, tu sais, honnêtement, on blâme souvent les journalistes pour ça, mais souvent, c'est ce qui vient d'en haut qui. Dans le sens qu'on le sait que TVA/TVA Sport est très human, on est beaucoup dans le sentiment puis tout ça. Fait que tu sais, je serais pas surpris que ce soit des mots d'en haut qui disent mais là, Renaud, là, faut que. Tu sais, il faut aller chercher le côté human là, de Ken Hughes, mais il y a peut-être des personnes qui sont contentes de cette question-là, puis tant mieux pour vous autres. Mais moi, si je suis un partisan du Canadien, je regarde ça, puis je veux savoir où est-ce qu'on s'en va. Là, ça fait 4-5 mois qu'on suce là, en bas de la cave. Là. On peut-tu avoir une direction, puis tout ça, puis tu m'arrives avec une question de « Hey, t'étais-tu heureux quand tu arrives au Centre Bell avec ton char? » comme... En contexte. Pas que la tablette, tu sacs ça dans le mur. Là, ça peut être une autre question en ce contexte. Là-dessus. C'est là que c'est ça de la semaine avec le gars qui botte son joueur. Donc, on est rendu à sur réception. Donc, cette semaine, c'était à moi de faire les questions. Donc, 3 questions par rapport au Canadien, évidemment. J'ai une question qui est par rapport à d'autres choses qu'on a parlé tantôt, mais ça a donné que tu en as parlé. Donc, on va en parler aussi. Bon, ben, je m'excuse. Pas de problème. Écoute, ça va juste donner un peu plus de pouvoir au contexte. Donc, question numéro 1. C'est facile d'en parler. Là. Beaucoup de médias qui en parlent. Il y a beaucoup de monde qui en parle à travers les nationales, vers Montréal ou dans les médias. Est-ce que Cole Caulfield devrait finir l'année dans la Ligue américaine, selon toi? Ben écoute, moi je disais qu'on parlait de 2-3 épisodes qu'on devait envoyer des gens à Laval, puis tu disais non, faut pas envoyer ça là. Je te la demande. Mais oui, moi honnêtement, Caulfield, il est perdu sur la glace présentement, puis envoyer les dominos un petit peu à Laval, qui reprennent sa confiance. Et oui, les Canadiens n'ont rien assuré présentement de ce qui se passe, dans le sens que ils vont nulle part cette année. Fait que donner des games de playoff à Laval, ça va quand même bien à Laval. Qui aille aider le Laval justement à aller loin en série puis avoir un but cette année, plutôt que de perdre le 3/4 des games, d'être tout démoralisé puis
puis de ne plus avoir le goût, honnêtement, de jouer au hockey. Parce que pour vrai, là, tu te vois sur la glace chez le Canadien, il n'y a personne qui a envie de jouer au hockey présentement. Là, oui, tu as raison, c'est le seul. C'est le seul. Sinon, puis il y a Peeling aussi, que ça va quand même bien. Ouais. Tu regardes surtout les vétérans. Petrie, je ne l'ai jamais vu nonchalant de même. Honnêtement, c'est dégueulasse. Anderson aurait dû bouffer toutes les bandes possibles dans son premier match à son retour. On n'a pas vu ça. Oui, il a marqué un but contre les Stars, mais c'est pas le Josh Anderson là, qu'on est habitué de voir. Fait que, tu sais, honnêtement... Est-ce que tu penses que pour son développement mental et présentement, tu sais, vu que le Canadien est tellement pas bon, justement, est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire d'envoyer en bas? Pas juste pour sa confiance. Moi, je pense pas que c'est sa confiance qu'on va aller travailler en bas, là. Non, mais est-ce qu'il va y avoir plus de temps de glace? Il y en a déjà pas mal à Montréal. Ça oui, puis tu sais, il devient automatiquement le meilleur joueur du Rocket quand tu le descends à Laval. Là. Automatiquement, c'est ton joueur le plus talentueux. Puis tu sais, tu le descends, oui, il ne sera pas content, mais en même temps, tu passes d'une équipe qui est 32e dans la NHL à une équipe de la AHL qui a une chance de faire un bout de chemin en série, d'avoir du succès. Tu sais, je sais pas, il me semble que moi, c'est sûr qu'on a chacun sa façon de penser. Mais moi, honnêtement, je préférerais avoir une mission on va emmener cette équipe-là loin en série, on va essayer de gagner les grands honneurs, plutôt que jouer pour une équipe qui est 32e, qui va nulle part présentement, et qu'il n'y a aucun but cette année. Oui, mais je pense que, tu sais, de mon côté, là, 2-3 semaines, je te disais non, mais je change pas d'opinion. Je pense qu'il devrait quand même rester dans la Ligue nationale le reste de la saison, mais moi, je vois ça encore avec un niveau d'attente. Probablement que les attentes de Cole Caulfield avant la Ligue nationale étaient différentes. On a probablement mis le joueur trop gros. Pas trop gros pour qu'est-ce qu'il est. C'est un joueur probablement qui, en tout cas, j'espère qu'il va scorer bien début dans la Ligue nationale. Mais je pense qu'avec les séries l'année passée, on l'a peut-être amadoué un petit peu trop. Puis je pense que Marc Bergevin a peut-être mettre face à job parce que Marc Bergevin l'a probablement mis sur un piédestal. C'est qu'il y a eu le syndrome à la Ryan Poehling. Il y a eu des débuts éclatants. Fait que là, après ça, on s'attendait. Tu sais, il ne faut pas oublier, c'est la première saison de Caulfield là, dans la NHL. Puis il y a genre 6 games derrière la cravate dans la AHL. Là, je dis ça de mémoire, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. Mais il n'y a même pas une saison complète dans la AHL non plus. Ils sont carrément des rangs universitaires. On dirait que ça, il y en a plusieurs qui l'oublient. Là, on s'attendait tous à ce qu'il fait. Puis tu sais, moi, je vais me déclarer coupable. Moi, je pensais qu'elle allait faire une vingtaine de buts cette année aussi. Parce que je pensais qu'elle allait être utilisée pas mal en avantage numérique. D'ailleurs, qui était mal utilisée pendant un bout en avantage numérique aussi. Ça, c'est une autre affaire. Mais, tu sais, je pensais qu'elle allait en marquer des buts. Mais, regarde, Jack Hughes, ça n'a pas bien été tant que ça, ses premières saisons non plus. Là, il commence à éclore cette année. Il faut être patient avec Caulfield. Il faut qu'il prenne le temps de s'habituer à la NHL. Puis je pense que le step entre la NCAA et la NHL était peut-être un peu trop élevé. Oui, il y a eu du succès en série, mais c'est comme je discutais, qu'on a parlé justement dans les derniers podcasts. Tu sais, c'est l'effet que tu es fébrile, tu commences dans la NHL, il n'y a personne qui te connaît. Fait que tu sais, c'est facile. Ben, pas c'est facile, mais tu sais, as plus de chances d'avoir du succès quand personne ne te connaît. Tu arrives un peu comme un cheveu sur la soupe, puis que tout à coup, tu connais du succès. Mais après ça, là, les joueurs t'étudient plus, ils te connaissent plus. Tu joues aussi contre des équipes plus différentes, parce que tu sais, au début, tu joues contre la même équipe. Toronto, c'était pas une équipe qui était vraiment robuste tant que ça. Winnipeg, peut-être un petit peu plus, Vegas aussi. Mais tu sais, quand tu joues là, contre une équipe comme les Islanders qui sont tannantes à jouer, tu joues contre, je sais pas, moi, une autre grosse équipe de ton choix, Boston, c'est pas facile non plus à jouer contre eux autres. Jamais. Tampa Bay, c'est jamais facile non plus. Fait que tu sais, c'est pas même game pantoute, là. Non, t'as raison. Puis tu marques un bon point là-dessus, là. Fait que, non, faut être patient avec Caulfield, mais moi, présentement, si tu me poses la question, faut-tu l'envoyer en bas? Oui, pour qu'il y ait plus de temps de glace, qu'il soit mieux utilisé, puis qu'il y ait un but cette année, soit d'emmener une équipe loin en série, que ce soit le Rocket en question, parce que le Canadien, il va perdre un peu son temps cette année. Il n'y a rien qui marche. Les trios changent aux 2 secondes. Il y a des joueurs qui pognent le COVID aux 2 jours. Armia, c'est la 3e fois qu'il te pogne cette année. Quel homme malchanceux pour de vrai. Ça fait 3 fois, pauvre lui. Fait que, non, c'est Suzuki l'homme d'affaires, puis on a je vois l'Armia, le COVID-2. Ouais, puis, non, honnêtement, il serait plus stable à Laval. Si on sait qu'à Laval, ce serait sa première ligne, premier power play, puis il va t'amuser là, va marquer des buts, va aider le Rocket à gagner des matchs. Ça va pas mal être mieux pour ta santé mentale aussi, que tu gagnes des matchs une fois de temps en temps, que tu en gagnes 1 sur 15 à Montréal. À un moment donné, ça pèse lourd. Là, puis tu le vois, comme j'ai mentionné, tu le vois, c'est à la glace qu'il y a des vétérans que ça ne leur tente plus d'être là. Oui, puis ça se voit, puis malheureusement, ça se voit pas mal plus qu'on le pensait. Good. Ensuite, deuxième question, on a parlé de Timo Meier tantôt avec les 5 buts avec les Sharks contre les Kings lundi. Je vais te poser une colle. On va voir si tu as de bonne mémoire. Quel est le dernier joueur à avoir marqué 5 buts dans une game?
J'en ai aucune idée. Je me rappelle que l'Arcelor en a marqué 4 monnaies avec le Canadien, puis ça s'arrête là. Je vais te donner un tip. C'est arrivé en 2020. OK, c'est-tu un joueur connu ou c'est genre un gars random? Non, non, c'est pas un gars random. C'est un joueur connu, c'est un joueur vedette d'une organisation, mais je vais te dire laquelle. C'est les Rangers de New York. Ah, c'est Zibanejad. Voilà. Et voilà, bravo. Félicitations. Merci. Donc en Bon, 2020. il a fallu que j'aille 2 types, là, mais sinon, c'est pas grave. C'est correct, c'était pas une question évidente. C'était pour savoir. Parce que tu sais, on dit que ça arrive pas souvent, mais j'étais surpris de voir que c'était arrivé l'année passée. Ish, là. Mais ça arrive genre 1 ou 2 fois par année, gros top, puis des fois ça peut prendre 1, 2, 3 ans avec ça arrive. Fait que c'est pas si fréquent que ça. Non, effectivement. Donc c'était la petite question, je me souviens. Je me souviens. Hashtag Donc, je suis du Québec. Bon, vas-y. Ah ouais, c'est ça, exact. Donc, 3e et 4e question par rapport aux Canadiens. C'est sûr que c'est par rapport à Ken Hughes. On va en parler. On en a parlé en gros plan large, mais on n'a pas été en profondeur sur ce que toi, tu pensais. Donc, selon toi, quelle serait ta première transaction si tu étais Ken Hughes? Ben Sherratt. Ben Sherratt pour un premier choix? Ben, essayer de ramasser un premier choix, mais avant que la saison aille trop loin et qu'il n'y ait plus de valeur, c'est des équipes qui appellent présentement et qui offrent un bon prix. Ciao, bye, là, c'est parti. Parce Donc, pour toi, t'aimerais Canadien, mieux d'échanger que de la garder? Ben, s'il peut rapporter un premier choix, oui. C'est comme on avait parlé dans le dernier podcast, l'autre d'avant. Si le gars t'offre un choix de 3, peut-être pas. Okay. Mais s'il peut t'offrir un bon prospect ou un choix de première ronde, parce qu'honnêtement, ce serait pas pire pour Kenny Hughes de commencer sa première année. Tu as un choix top 5, mais tu as un autre choix aussi de première ronde, 20e, 22e. Tu vas aller chercher 2 espoirs de première ronde en partant. Ça starte bien un plan de 5 ans, mettons. Oui, effectivement. Ce serait le premier move que je ferais. OK, parfait. C'est good. Parce que Carey Price, je ne crois pas d'une seconde qu'il va être échangé. Il n'y a personne qui va vouloir son contrat et sa condition médicale en plus. Là, fait que, moi, je pense que ça va être difficile, tu as raison. OK, puis 4e question. Ce serait quoi ton choix pour le directeur du repêchage? Ouh! Honnêtement, là, je vais te chercher. Honnêtement, une bonne tête de hockey qui est capable de bien analyser les choses, qui connaît beaucoup les produits locaux présentement, puis qui va faire ses recherches pour connaître les joueurs d'ailleurs. Mais on dirait, je ne sais pas pourquoi, puis je ne sais pas s'il acceptera un tel rôle, mais on dirait qu'une tête de hockey comme Marc Denis, moi, je ne serais pas contre. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. OK. À cause du nouveau cérébral qui est, à cause de... c'est un gars qui fait ses recherches, qui va pas s'avancer sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Il connaît, en étant avec les Saguenay de Chicoutimi, il connaît beaucoup les joueurs dans la LHJMQ, mais qui va faire ses devoirs pour connaître les autres joueurs aussi après, qui est capable de bien analyser. Surtout, il est bon pour les gardiens de but aussi, mais il est pas mal sûr qu'il serait bon pour analyser. Ou peut-être, comme on parlait d'assistant de GM, là, Marc Denis, je ne serais pas contre non plus qu'il ait dirigé le Rocket de Laval. Ce serait, honnêtement, ce serait une bonne tête de hockey. Parce que, tu sais, pour assistant de GM, c'est sûr que Mathieu Darche ne viendra pas. Il a le même rôle à Tampa, puis il est sous le soleil chaud là-bas, puis il est bien. Fait que, ce qui l'a ramené à Montréal, c'est un poste de GM vraiment. Mais non, honnêtement, moi, j'aimerais ça voir un Marc Denis dans l'organisation du Canadien, peu importe le rôle, mais j'aime cet homme de hockey-là. Il est brillant, il analyse très bien. C'est un gars qui fait ses devoirs. Puis honnêtement, s'il y a une place où ce Canadien a besoin d'une personne qui fait ses devoirs, c'est au niveau du recrutement, parce que dans les dernières années, ça a fait pitié sur un moyen temps. Puis tu sais, je dis pas que Trevor Timmons ne faisait pas ses devoirs. Il allait voir des matchs de hockey. Genre, je suis convaincu qu'il faisait c'est peut-être juste au niveau de la mentalité, de qu'est-ce qu'on recherchait vraiment chez les joueurs, est-ce qu'on recherchait les bonnes choses. C'est peut-être plus là où il y a eu un manque. Mais tu sais, en plus, Marc Denis l'a vu depuis plusieurs années à quel point cette organisation-là manque de talent brut. Je pense qu'il serait le premier à vouloir corriger le tir là-dessus. Fait que non, honnêtement, je serais. Mais tu sais, tu as avancé le nom de Daniel Doré tantôt. Il y a lui aussi qui est à Nashville, qui est justement très bon pour les joueurs québécois. C'est Jean-Philippe Glaude, je pense qu'il s'appelle. Oui, le jeune, là. Oui, si Jean-Philippe Glaude, c'est ça. Ça en est un aussi qui est excellent. Puis il a repêché les Samuel Girard, il a repêché Alexandre Carrier, qui est présentement avec l'équipe et qui fait très bien aussi. Fait que ça serait un autre aussi dans ma mire, mais ça serait pas mal. Puis honnêtement, encore là, je vais être chauvin, mais j'aimerais ça que ce soit un gars du Québec. Ben, OK, ouais. Ben, pour être le dirigeant du Rocket ou seulement pour... non, pour le recrutement du Canadien. Parce que ça prend un gars... Je pense qu'on a en masse de talent ici, là. Ben, c'est ça, de un, puis de deux, ça prend quelqu'un qui connaît les joueurs qui sont dans notre cours. Oui, effectivement.
Parce que Tu tu sais, cherches encore là, JP Claude, c'est ça. JP Claude, tu parles nord-américain amateur scout pour les Preds. parce qu'encore là, comme je l'ai dit, je ne suis pas le gars qui va absolument que le Canadien repêche 15 Québécois par draft. Mais quand tu as un bon talent au Québec, il faut que tu t'organises pour bien le connaître et le ramasser. Parce que honnêtement, tu auras beau évaluer le patin, les mains, le tir, tout ça. Mais s'il y a quelque chose que tu ne peux pas balancer puis comparer entre les espoirs, c'est la fierté de jouer pour l'organisation de chez vous. Ça donne un petit edge de plus. Tu sais, on a juste regardé à Raphaël Harvey-Pinard, comment que ce gars-là se défend sur la glace versus un gars, exemple, Joel Armia, qui n'en a rien à torcher du Québec, puis que tu le vois sur la glace, qu'il n'en a rien à torcher tout court du hockey présentement, ça va pas trop bien. Tu sais, c'est pas un gars qui va donner le petit edge de plus parce qu'on dirait qu'il n'y a comme pas de fierté quand il joue. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, Tu sais, quand tu es un joueur du Canadien, tu es Québécois, tu te défonces plus pour l'équipe, on dirait. C'est ce petit facteur-là que tu ne peux pas aller chercher sur des joueurs américains, des joueurs russes, qui ne savent pas c'est quoi jouer pour le Canadien. Effectivement, tu as un bon point là-dessus. Puis écoute, tu m'as surpris. Tu m'as vraiment surpris. Puis moi, je trouve que Marc Denis devrait être dans les discussions pour plusieurs choses. C'est un gars qui est intelligent. Puis au fil des années à RDS, on a appris à le connaître. C'est un gars qui a une grosse tête de hockey. Puis écoute, je ne serais pas surpris qu'il y ait un poste un jour dans une organisation. Mais écoute, de le voir comme assistant GM, je dirais pas non. Tu m'as convaincu. Écoute, puis c'est un très bon point. Très, très bon point. Ben merci. Écoute, je pensais pas te surprendre à ce point-là, mais. C'est ça qui est une surprise. Toi, t'aurais pensé à qui, mettons? Ben, tu sais, on a toujours Daniel Doré qu'on en parle toujours. Tu sais, on a toujours aussi La Pointe qui est là présentement, oui, il vient de l'ancienne organisation, mais qu'on connaît et qui fait le travail présentement. Mais écoute, moi, j'avais pas de nom. Tu sais, je connais pas assez le recrutement. Mais un autre nom qu'on peut avancer, puis tu sais, il était parmi les finalistes. Daniel Brière, peut-être qu'il peut le prendre, le poste à Laval. Effectivement, moi, je pense que ça pourrait être un upgrade. Là. Tu tombes d'une équipe de la ICHL avec c'est ça, il est dans ICHL, fait qu'il continuera à monter ses grades. Est-ce que vraiment les Flyers vont risquer de le perdre pour donner un restant à GM? Je pense pas, par exemple. Ça, c'est la question. Je pense pas que les Flyers vont le laisser partir, mais... En même temps, si Brière accepte le poste, ils peuvent pas faire grand-chose. Grand-chose, effectivement. Tu as bien raison. Écoute, Stéphane, c'est ce qui conclut ce podcast numéro 14. Je pense que c'est un podcast assez long. Là. Il arrive quasiment à 11 heures. Fait que d'après moi, on a beaucoup de stock à dire. Fait qu'on s'excuse aux auditeurs si c'est long. Mais de toute façon, faites une ride de char de 1h30 puis ça va bien passer. Un petit Montréal, un petit Québec, Trois-Rivières. Québec, Trois-Rivières, ça serait bien. Fait qu'on va se retrouver pour le prochain épisode numéro 15 en espérant qu'il y aura encore autant de sujets là, à discuter cette semaine. Juste le Ken Hughes, ça a pris quasiment tout le podcast, là, pas vrai. Ouais. Mais toujours plaisant. C'est mieux ça que gagner des semaines qu'on creuse pour trouver des sujets. Parce que fois, ça peut être lourd là, c'est de trouver des sujets, mais là, quand ça va bien comme ça, au moins, ça fait des bonnes discussions. Exact. Puis Ken a un petit message pour vous en fait. Aux partisans des Canadiens, c'était une journée extrêmement excitée pour moi d'être de retour à Montréal puis au Centre Bell. Je suis fier d'être le 18e directeur général des Canadiens de Montréal. Je vais tout faire pour mettre une équipe sur la glace, donc vous allez être fiers. À bientôt. All right! Merci, Ken. Sur ces belles paroles de Ken, qui a enregistré ça volontairement pour nous, pour le podcast. Clin d'œil. Quelle annonce! Malade, c'est la meilleure. Non, malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir-là de pouvoir appeler GM et dire « Hey, peux-tu nous faire une petite vidéo pour notre podcast? » On n'est pas encore là-dessus. Ça s'en vient. On travaille là-dessus. Merci tout le monde. Bonne semaine. Merci, Max. Yes, bonne semaine. Bye-bye.